Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, le populisme au secours de la démocratie. Et en seconde partie, souveraineté française contre souveraineté européenne. Rendez-vous le 9 juin. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un chanteur de renom qui n'a pas sa langue dans sa poche. Son père breton décède alors qu'il n'a seulement que 15 ans. C'est certainement pour cette raison qu'il composera Mon vieux, sa chanson la plus touchante et célèbre. Sa mère est une femme de l'Est avec du sang polonais, russe et ukrainien. Inutile de dire donc à quel point le conflit actuel le touche particulièrement. Il a écrit un album intitulé « Le Gitan » et aime dire qu'il se sent un gitan dans l'âme et précise « J'aime bien bouger, être dans mon univers et j'aime pas qu'on m'emmerde ». J'ajoute qu'il vit dans un camping-car quand il part en tournée. La revendication, avec sincérité de son origine ouvrière, plaît à la France populaire, celle des Gilets jaunes qu'il a soutenue sur les ronds-points. Il sait de quoi il parle puisque les métiers difficiles, il les a pratiqués avant de connaître le succès qu'on lui connaît. Il a épousé sa troisième épouse Christine 3 fois, car il fallait bien ça pour célébrer leur amour. Il a chanté Maurice Chevalier, Piaf et Trenet. Il a travaillé avec les plus grands. Il est monté sur des scènes mythiques comme l'Olympia. Il est dans Bistro Liberté ce soir. Je vous demande d'accueillir Daniel Guichard. Bonjour Daniel. Bravo. Ah, Quel accueil! et des applaudissements pour le public de Bistro Liberté, qui est toujours fidèle au rendez-vous. Bon alors, tout de suite, Oui, voilà, la méchasse. La mèche. La méchasse, Voilà. parce que je vais te dire, mon fils est dans les coulisses, si je rentrais comme ça, j'y avais droit. Ah là là. La méchasse, elle est bien là. Et c'est vrai, il vous suit partout? Ah ouais, il travaille avec moi, ou je travaille avec lui, je sais pas. Il y en a encore une, voilà, une petite, voilà. mais faut ça. pas le dire trop, parce Bon, qu'il va Daniel arriver sur Guichard, ta on est technique. ravis vraiment de vous recevoir. Bah, le C'est plaisir. une première, je crois. Oui, c'est le Et plaisir. en plus, je crois, vous m'avez dit que vous regardiez régulièrement à Tout le Bistro temps. Liberté. Ouais. C'est bien. Hein? Je suis un bon client. Eh ben écoutez, non, je crois que vous étiez d'ailleurs un des invités qu'on rêvait d'avoir depuis longtemps. Et puis là, magnifique de passage à Paris, juste pour nous. En plus, je crois que vous êtes on est un peu voisins, parce que je crois que vous aimez bien la Bretagne, Bretagne Sud. Ça, aussi. c'est le côté papa, oui. Voilà. Bon, alors du coup, on va quand même faire un petit peu de présentation, mais vous connaissez un peu les règles de cette émission. Donc, il y a ce qu'on appelle des sociétaires qui nous accompagnent à chaque émission. Donc, pour vous, il y avait beaucoup de candidats, donc on a pris les meilleurs des meilleurs. Donc je vous demande d'applaudir tout d'abord. Je crois que c'est la première fois aussi, ou je me trompe peut-être, que vous veniez Que dans je suis sociétaire, oui, voilà. j'ai été invitée et aujourd'hui je suis sociétaire et j'avais déjà rencontré Daniel Guichard sur le plateau de TPMP. Voilà. Donc on peut applaudir, c'est Béatrice Rosen. Donc, Béatrice Rosen, vous êtes actrice, bien sûr, et vous êtes également, je crois, depuis peu à l'origine d'un podcast qui s'appelle Oui. La vie en Rosen, c'est ça? Absolument, La Toutes vie les en semaines. Rosen, c'est sur toutes les plateformes de podcast et je reçois un invité, on parle de sujets de société et on élargit et à travers leur regard, voilà. Et Vous avez vu, j'adore Charles Mathieu cette aventure. a débouché une bouteille, on peut l'applaudir, voilà, pour l'occasion. Donc c'est ça, c'est toutes les semaines et vous parlez aussi bien d'actualité que... D'actualité, on prend des sujets de société, on essaye d'élargir, de dézoomer, d'avoir un regard un petit peu philosophique, entre guillemets, sur ces sujets d'actualité. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Et puis également, donc, la gente féminine, on nous reprochait par moment d'avoir assez peu de sociétaires femmes. Enfin, je crois qu'on peut encore dire ça, ça va. Oui. Et donc, on est ravis parce qu'on en a deux avec nous ce soir. Et la deuxième, eh bien, c'est Clémence Oudiakova, qu'on peut applaudir bien fort.
Alors Clémence, on a d'abord un point commun, c'est qu'on avait travaillé à l'époque sur Sud Radio ensemble, donc c'est un plaisir de te revoir, ma chère Clémence. Tu étais aussi à l'origine de l'émergence, enfin de cette matinale qui avait pris un envol à Radio Courtoisie, ligne droite. Et puis là, nouveau défi entrepreneurial, tu as lancé un média, ton propre média. Tout à fait. Et tu es à la tête donc de la matinale de Tocsin. Voilà. Tocsin Média, donc la matinale et le podcast aussi récemment qui cartonne assez bien. Donc là, c'est sur YouTube tous les jours. YouTube, on peut podcast, on peut te retrouver du Twitter lundi au Live. jeudi, c'est ça? Du lundi au jeudi, et le vendredi, c'est tenu par Nicolas Vidal, que vous connaissez aussi. Qu'on salue d'ailleurs et qu'on apprécie beaucoup. Oui. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être venu. Donc pour Daniel Guichard, je crois que c'est un plaisir. Oui. Vous connaissiez un petit peu Moi, je regardais souvent et je regarde sur Internet les prestations. Oui. Vous êtes très Internet. Non, mais moi, de toute façon, j'ai le temps, donc je regarde. Et quand quelque chose me pose question, je vais chercher. J'aime bien avoir toutes les hypothèses et à partir de là, je me fais mes opinions. Parce qu'en plus, vous n'avez pas trop la langue dans votre poche, donc du coup, c'est plutôt sur Internet que vous pouvez. Il y a tellement de gens. Là, on a deux femmes formidables qui s'expriment toujours très bien, qui ont des idées claires et qui jouent bien le coup du ping-pong avec les invités. Il n'arrête pas de picoler. Non, mais c'est charmant. Donc c'est important de se faire des idées, des opinions. Et le principe d'avoir de plus en plus de gens sur Internet qui s'expriment. Parce que tout le monde a ramassé les dernières années, et maintenant ça commence à aller. Voilà. Et ben en parlant d'Internet, il y en a un qui cartonne. Alors il vient depuis quelques temps dans Bistro Liberté, mais alors lui, à chaque fois qu'il s'exprime sur TikTok, le dernier extrait, on est à plus d'1 million de vues en quelques jours seulement. Donc on est ravis de le recevoir à nouveau. C'est Jérémy Marquis, on peut t'applaudir. Donc Jérémy, toi, tu le revendiques, et d'ailleurs, tu es influenceur, c'est ça? Oui, influenceur politique, voilà, c'est ça. Mais influenceur, voilà, avec une couleur quand même politique. Tu t'exprimes sur les sujets d'actualité et de société. C'est ça, exactement. Comment, tous les jours on te retrouve? Oui, tous les jours, sur TikTok, Instagram, c'est essentiellement X. TikTok, c'est ça? Non, il y a aussi Instagram et X, et TikTok, et je publie des vidéos, je réagis un peu tous les jours à l'actualité. Tu fais du X aussi, Ouais. Elle était facile. Bon, en tout cas, on est ravis. Pour réussir, on est prêt à tout. Voilà, on est prêt à tout. Et puis alors, le petit dernier, c'est un petit jeune, je ne sais pas si vous le connaissez, il débute dans le cinéma. Je l'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et puis ça a été une histoire, tout de suite une histoire. Mais vous n'avez pas d'enfant, là. La façon dont tu en parles, écoute, moi, je sais pas, on l'a fait par GPA, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as porté, puis j'essaie d'en parler, voilà. Ça s'appelle Le Monde d'après, 1, 2, 3, et puis alors maintenant, monsieur est écrivain. Il a raison. Voilà, est écrivain, donc il lance pas. Et ici, c'est sorti hier, ton nouveau livre. Exactement, c'est sorti premier hier. livre. Non, mais c'est même pas le premier, non? C'est le premier. C'est vrai que tu écris. Oui, parce que moi, d'habitude, j'écris des scénarios, mais là, c'est un vrai livre. Main basse sur le cinématographe aux éditions Minerve, comme tu m'énerves. Exactement. Voilà. Et donc là, ça parle de quoi, ça? Ça parle justement de toute mon expérience un peu du cinéma. Donc, les gens très souvent un aperçu du cinéma qui est un peu idyllique. Moi, c'est vrai que je le rends un peu moins idyllique, quoi. En fait, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très, très poil à gratter. On y apprend plein de choses. Toutes les histoires sont vraies, qui sont à l'intérieur. C'est des témoignages que j'ai recueillis, des histoires qui me sont arrivées. Donc voilà, ça envoie du lourd, je crois. Ça envoie du lourd. C'est Laurent Firode, voilà, on peut l'applaudir bien fort. Et puis donc, comme je le dis à chaque émission, merci à vous tous d'être toujours nombreux à nous suivre, évidemment, nous regarder sur YouTube et nous écouter aussi en podcast, puisque l'émission est aussi en podcast. Pour toute l'actualité de Daniel Guichard, site internet, danielguichard.com. Danielguichard.com. Alors, il y a tout ce qui concerne les DVD, les CD, les spectacles, et c'est le numéro de Kiki, mon épouse Christine. D'accord. Voilà. Il n'y a pas des mugs, il n'y a pas des produits dérivés, tout ça. Il y a tout, j'ai pas encore essayé le fromage et le beurre, mais ça va pas tarder. Ça arrive. Bon, écoutez, on y va là, on commence l'émission. C'est bien. Bon alors, c'est la fin. C'était rapide. C'était super. Merci beaucoup. Alors dans un premier temps, on va parler un peu d'actualité, mon cher Daniel Guichard. Alors, hasard de la programmation, comme dirait l'autre. On l'a pas fait exprès. On l'a pas fait exprès, mais bon, il y a eu l'Eurovision. Et alors là, j'en parlais dans les loges avec notre amie Béatrice. Moi, je suis désemparé parce que je sais plus. Alors d'abord. Vous avez suivi? Donc d'abord, il y a eu cette victoire, je ne sais pas ce qu'on doit dire, elle. Non, mais c'est la Suisse. Voilà. Alors, j'avoue, je regarde quasiment jamais l'Eurovision. Les premières Eurovision, il y a très longtemps, il y avait des chanteurs, des chanteuses. Pourquoi vous ne regardez pas l'Eurovision? Parce que c'est pro format. Voilà, c'est pro format, c'est le même truc, c'est de plus en plus, je ne sais pas le définir, c'est du cirque.
Sinus Firk, à part Slimane qui a vraiment bien chanté, qui aurait dû gagner, mais bon, c'est à part. Le Suisse qui a gagné, c'est tant pis pour les Suisses, parce que la prochaine fois, c'est eux qui vont payer l'organisation. Et puis, j'étais quand même un petit peu... Tous les événements concernant la chanteuse israélienne m'ont secoué parce que c'était pas l'emplacement. Il y a déjà suffisamment d'endroits sur la planète d'université où tous ceux qui veulent râler, gueuler, se manifester et dire ce qu'ils pensent peuvent y aller. L'Eurovision, c'était un peu trop. Bon, ceci étant, elle a quand même... J'ai vu quelques images qui ont été tournées dans le public. C'était une bronca énorme. Elle a eu quand même... Paf, elle y est allée, elle a chanté son truc. Les micros étaient bien faits, on n'entendait pas ce qui se passait autour. Bravo pour elle, pour avoir fait la chanteuse. Et le chanteur suisse, moi, bien, super. Je ne sais pas comment il a fait, il avait un souffle d'enfer. Alors là, je vois Béatrice qui hoche déjà la tête. Alors, on va faire la tournée, là. Déjà, première chose, je voudrais dire que ça devient insupportable que tous les événements, qu'ils soient musicaux, artistiques, sportifs, soient instrumentalisés et qu'on y mêle de la politique. C'est censé être des bulles de respiration pour que la folie humaine s'arrête juste l'espace d'un show, quoi. Quelques minutes, et ouais. qu'on puisse respirer et retrouver la fraternité. Alors, c'est peut-être cliché, ce qu'il y a d'universel dans l'humain, voilà. Et c'est insupportable. Et voilà, c'est insupportable de toujours mettre de la politique dans tout. Les gagnants ne sont plus ceux qui ont... C'est plus le mérite, mais c'est une bulle de wokisme, l'Eurovision. Alors en plus, l'Eurovision, ça cumule politique et wokisme. Il y a un moment, on sature. Moi, j'avais pas regardé comme Daniel depuis des années et je ne le regarderai plus jamais tant que ce sera... Ah ouais, non, c'est fini. Franchement, j'ai mis mes enfants au lit déjà, c'était pas un truc familial. Bon alors ce chanteur suisse ou cette chanteuse suisse, je sais pas, Jérémy, en playback. Ah ouais, chouette. Mais non. Alors là, je parie... Alors c'est quoi les... Mais c'est pas signes possible. Mon métier, c'est de faire chanteur et le son. Ça fait 50 ans que je suis dans le son. Et vous faites donc pas je du playback, vous, hein. Ah non, mais on peut faire du playback. Mais il est monté au rideau, il est monté au mur, il a couru partout, il n'était pas essoufflé du tout. Et le son était formidablement bien pris. C'est-à-dire que où il s'est entraîné pendant des mois et des années et il a pris un produit dopant quand même parce que c'est pas possible, il avait une patate d'enfer, un dynamisme du feu de Dieu. Et à part dire merci, au revoir, c'est tout ce qu'on a entendu, quoi. Il a cassé le trophée. Et il a cassé le trophée. Ouais. Quand on lui a remis 3 minutes. Il était énervé, quoi. Ouais, bon, ils ont dû forcer sur les doses de vitamine C. Oui, à mon avis, il a posé le trophée, il s'est explosé en 1000 morceaux. Bon, j'ai pas critiqué, mais bon, on pourra clore, quoi, parce que c'est une escroquerie totale. Mais je suis content. Ça coûte un bras, 2 bras à celui qui organise. Oui, parce que ce que me disait Béatrice, c'est ça. Ça coûte une fortune, il y a des subventions, je sais pas. C'est ça, et c'est donc Ségolène Royal. Incroyable. La pauvre qui a tweeté, qui a fait un tweet en demandant même qu'il y ait une commission d'enquête sur qui finance, comment ça se passe, qu'on clarifie un petit peu tout ça, parce que c'est devenu vraiment invraisemblable, cette émission. Oui, le problème, c'est que Ségolène Royal est responsable de la dérive, justement, de cette politique. Donc, c'est bien de dénoncer aujourd'hui les conséquences de sa propre politique depuis 40 ans et puis de pleurer sur le lait renversé. Mais Ségolène Royal a tout fait depuis 40 ans pour pousser à cette dérive idéologique, du wokisme, etc. Oui, voilà, elle est plus ministre des pôles maintenant, parce qu'elle était ministre des pôles. Oui, voilà. Uniquement des petits sauts. Mais non, elle est même donc plus. maintenant, elle peut se permettre de le dire, mais enfin voilà, c'est un petit peu culotté de la part de Ségolène Royal. Mais c'est vrai que quand on voit ce que l'Eurovision aujourd'hui, c'est un concours qui est éminemment politique, mais tout aujourd'hui est politique, même les Jeux Olympiques. En fait, il n'y a plus d'espace, comme le disait, de respiration où les gens ne sont plus soumis à la propagande woke, d'extrême gauche. Et donc, en fait, le concours devient insupportable. Plus personne n'a envie de regarder l'Eurovision parce que les messages politiques derrière crèvent les yeux et les gens le voient très bien. Et sur Slimane, moi, j'aurais même pas souhaité qu'il gagne au vu des déclarations. Alors Slimane, c'était le candidat pour la France, voilà. Qui est arrivé 5e, je crois, c'est ça, ou 4e Quatrième. Au vu des déclarations qu'il a tenues vis-à-vis de la France... Toi, t'as les dossiers, oui, c'est-à-dire qu'il avait expliqué, notamment vis-à-vis de l'affaire Naël, etc., que la France était un pays raciste. Donc bon, il est gentil, mais quand il représente la France pour après expliquer que la France est un pays raciste, je suis très content qu'il n'ait pas gagné, il le mérite pas. Mais enfin, en tout cas... Il est dur, Jérémy. Il mêle la politique, il mêle lui-même la politique, ce que vous dénonciez tout à l'heure, à un concours, puisqu'il quand il était officiellement candidat pour l'Eurovision, il a fait ses déclarations
fédération. Donc lui-même mêle la politique à un concours de chant. Donc à partir du moment où il attaque la France, qui est quand même le pays qui le représente, locale qu'on juge. Oui, mais il représente la France. Donc à partir du moment où il représente la France, il est quand même censé honorer la France, pas dire que c'est un pays raciste. On peut pas représenter un pays et après cracher sur le même pays qu'on représente. Donc en effet, moi je trouve ça normal que, je ne le soutenais pas. Je peux le défendre juste 2 secondes. Moi aussi, on va se mettre à 2. Moi, j'ai pas vu ces déclarations, donc je sais pas ce qu'il a dit sur ce sujet. En tout cas, j'ai trouvé que sa performance vocalement était extraordinaire. Indiscutable. Toute son équipe a très bien travaillé, aussi bien le stylisme, le steadicam a fait un boulot incroyable parce que c'est vraiment compliqué. C'était épuré, c'était classe. Moi, je me suis sentie, je ne connais pas ces déclarations, mais je me suis sentie très bien représentée par lui et j'étais fière même. Ça m'a même émue parce que je me suis dit, pour une fois que on peut être fier d'être français dans un événement, ça m'a fait plaisir. Voilà, alors, ça m'a ému. C'est d'autant plus dommage parce qu'il a gâché ce moment, justement. Jérémy, tu es la mémoire de ce plateau, tu retiens tout. Moi, je vais te dire, les chanteurs, ça dit souvent des conneries. Parce que moi, pour en avoir dit beaucoup, je vais quand même mettre ce qu'il a dit de côté. On va s'arrêter à l'Eurovision. Le reste, je pense que de lui-même, s'il a dit certaines choses qui aujourd'hui sont pas bien, il ne les redira plus la prochaine fois. J'espère. C'est tout. Mais tu peux espérer. Mais moi, je suis exactement comme Béatrice. On s'arrête à l'Eurovision. Il a chanté formidablement bien. J'aurais bien aimé qu'il gagne parce que techniquement, au point de vue ce que représente ce concours, il y a une malédiction. La France, honnêtement, on a gagné. C'était quoi la dernière fois qu'on a gagné? Non, mais tant mieux. Ça fait longtemps. On n'aura pas payé l'année prochaine. Allez, c'est quoi? C'est la Suisse. Donc c'est du coup la Suisse qui, ayant gagné. Ah bah casquer. Ils vont casquer les bons Suisses. Ah bah oui, moi ça me fait marrer. Parce que de toute façon, ceux qui jouent en disant faut surtout pas qu'on gagne. Oui, c'est pas trop un problème. Mais dernier point sur ce que vous avez dit par rapport à la candidate d'Israël, il faut quand même noter que... Attends, moi je voulais terminer sur Slimane d'abord, parce qu'il y a plein de sujets connexes, donc on va en parler. Clémence et... Laurent avait levé la main avant. Non, c'était par rapport à ce que tu disais... Ségolène Royal, en effet, maintenant... non, lui, c'est Jérémy. Oui. Et toi, tu es... Non. Et donc dire, en effet... et également, Slimane, oui, il crache sur la France. Tu étais un tout petit peu choqué. Mais en même temps, aujourd'hui, Macron, c'est ce qu'il fait tous les jours. Hein. Donc c'est ça qui est redoutable. Voilà, on est perdu, hein, voilà. On est d'accord. On est foutu. Et aussi, pour revenir au fait que ce que tu disais, Béatrice, maintenant, tout est politique. Oui, parce que pour un esprit gauchiste, tout est politique. Tout, absolument tout. Tout ce que tu fais est politique. Donc, si tu te réfères au gauchisme, tu ne peux pas être écarté du politique. Parce que si tu t'écartes du politique, tu es de droite. C'est foutu. Voilà. Donc, voilà. Donc, les dés sont jetés et basta. Et Pipé. Clément, tu partages ce point de vue? Pipé, je sais pas, mais jeté. Mais en tout cas, jeté, oui, pas c'est tout sûr. à fait d'accord avec vous tous d'ailleurs, de dire oh là là, c'est politique, avant c'était pur et maintenant c'est politique. Non, je pense que ça a toujours été politisé, comme Cannes, comme les JO ont toujours été politisés. Je vous rappelle, quel pays boycottait l'autre, là c'est les États-Unis pour l'URSS et inversement. Mais avant c'était géopolitique, c'était des grands intérêts. Et aujourd'hui la différence c'est justement que c'est même pas de la vraie politique, en fait c'est ça. Donc c'est perverti par de l'idéologie sociétale. Enfin, voilà. Et des donc, minorités importantes. Voilà, on n'est même pas dans le politique. Si au moins on était dans le politique, mais même pas là, on a perdu le politique et le géopolitique. Voilà. Oui, mais avant, il y avait quand même des espaces de respiration. À la télévision, il y avait des shows de variété, il y avait quand même des films de grands spectacles qui n'étaient pas politisés. Maintenant, ça devient de plus en plus restreint. Cannes, Eurovision et tout ont toujours été politiques. Mais moi, pardon, les films avant n'étaient pas autant politisés qu'aujourd'hui. Sur Netflix, aujourd'hui, les séries, c'est devenu... En fait, le texte, le scénario n'a plus d'importance, l'histoire n'a plus d'importance. Tout ce qui a de l'importance, c'est l'aspect politique. Ça devient même désagréable à regarder. Donc, c'est vrai qu'il y a plus à tel point d'espace que de Netflix respiration. maintenant a dit à ses scénaristes, faites attention, revenez quand même à faire des commerciales parce que les gens ne vendent plus. Donc au bout d'un moment, money, ils vont être rappelés par la réalité. Disney revient en arrière sur cette politique. Alors on a parlé de Slimane, mais il y a plein de sujets connexes que nous sert l'Eurovision, donc pour ça on peut quand même la remercier. Ensuite, il y a ce sujet, dont même Pascal Praud a fait un édito dessus, qui m'a fait... sursauter. Donc sur ce gagnant, voilà, qui se revendique, alors j'ai pas compris, non binaire. Non-binaire, c'est ça. ouais, c'est ça. Alors c'est quoi ça? On n'est pas un peu entre nous, on n'est pas un peu chez les fous quand même parfois. Oui, il est comme la Suisse en fait, il est neutre.
Voilà, il est ni homme ni femme, il est rien. Voilà, donc mais c'est. Alors tu nous rappelles ce que c'est que non-binaire parce que, il ne s'identifie ni comme homme ni comme femme en fait. C'est encore différent du transgenrisme, même etc. asexué. Voilà, oui, non mais et en plus ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Non. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il peut être hétéro. Oui, et il peut être hétéro, homo, ce qu'il veut. Non, là c'est en fait il ne se définit pas dans une case de genre. Et il chante en plus. Et il chante. Voilà, donc il peut s'identifier en table, en chaise, voilà ce qu'il veut. Il est neutre. Voilà, il représente son pays, il est neutre. Voilà, mais c'est en effet la folie woke et. Bon, Daniel, là-dessus, je peux pas m'empêcher de vous faire agir. Vous qui avez quand même quelques années, cette évolution-là. Déjà, ça veut dire que je suis un vieux con, quoi. Non, je ne me permettrai pas. Non, mais ça fait rien. J'ai repris. Vas-y. Non, vous n'êtes pas vieux. non, mais vous n'êtes pas con non plus. Daniel, non mais quand même, l'ambiance quand vous voyez ça, bien, moi je vous associe à, excusez-moi, à des jeunes premiers comme Lino Ventura, comme Bébel, voilà Non mais le viril avec vous, vous voyez, ça veut dire quelque chose d'être un mec, quoi. Je crois pas que je veux pas faire des clichés à 2 balles, mais voilà. Ça commence à faire 2 balles. Ouais. Mais je crois pas que ce soit être viril ou pas viril. Je crois qu'à un moment, il faut être cohérent. Les noms cités, par exemple, ce sont des gens normaux. Alors, c'était des vedettes du cinéma, des stars, mais ce sont des points de mire qu'on peut avoir dans la vie. Et vous parliez tout à l'heure des séries américaines, il n'y a plus de point de mire parce que ça devient compliqué. Non, mais vous auriez pu dire, un jour, je suis non-binaire. Alors, si ça arrive, il faudra s'inquiéter. Ouais. Mais ça peut arriver. Si vos enfants, je sais pas si votre fils, là, qui est là avec nous, vous dit un jour, tiens, je suis non-binaire. Ouais, je sais comment. Merde, son chien, il va le prendre comment, là? Parce que Paco, c'est son chien, il va pas y aller. Il va le prendre comment? Non, c'est pas sexuel. Ah non, mais attendez, moi Non. Je crois que le problème des gens qui ont des soucis à ce niveau-là, c'est leur problème. Je vais dire ce que mon épouse m'a dit de ne pas dire. Elle a dit, quand tu seras avec Eric, elle a dit, ne dis pas, je m'en tape. Alors je me dis, je m'en tape de son problème. Oui, mais je comprends, on peut en effet dire on s'en fout. C'est un point de vue, c'est possible. Le problème, c'est que comme c'est en train d'ancrer absolument tous les aspects de la vie de la société et que ça a un impact sur la jeune génération, et c'est des gens qui en fait sont malheureux. C'est-à-dire que Jérémy, je te reprends, je t'interromps, excuse-moi. C'est le cas du chanteur. Oui. Lui, je m'en tape. Le problème qui se pose à la société avec toutes ces minorités qui sont de plus en plus efficaces. Alors là, ça devient inquiétant. Voilà. Mais le problème... Vous parlez des LGBTQ... Je ne connais pas tout l'alphabet qui suit, mais c'est leur problème. Il y a un moment où il y a une espèce d'évolution de ces minorités importantes, parce qu'elles ont quelque chose à défendre, et c'est pas elles qui sont le problème. C'est la façon dont notre société est structurée. Est-ce que dans le domaine artistique, elles prennent pas de plus en plus de place? Parce que finalement, on a l'impression que dans le milieu artistique, je ne sais pas comment ils font pour se développer autant, mais c'est phénoménal quand même. Non? Je ne poserai pas de problème en ces termes. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde du spectacle... Enfin, la proportion dans le milieu artistique est beaucoup plus... Enfin, je n'en ai pas croisé beaucoup, moi, de non-binaires. Non, mais les non-binaires, s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire qu'une chanson qui plaît pas au public, elle plaît pas au public, que vous soyez non-binaire, LGBT, machin, ou autre, ça sert à rien. Une chanson qui est un succès, n'importe qui, même une table peut la chanter, si c'est un tube, c'est un tube. Le reste, on s'en fout. Béatrice. Je pense qu'il y a une grosse confusion en fait dans la société. On confond la tolérance, qui est une valeur qu'on veut apprendre à ses enfants, et que évidemment on ne met pas à l'écart quelqu'un parce qu'il est un petit peu différent. On confond donc cette tolérance avec du prosélytisme. Et en fait, c'est 2 notions qui ne sont pas les mêmes. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est plus du prosélytisme. Et ça vous dérange? Moi, ça me dérange. Par exemple, ce jeune Nemo, il a enfreint même les règles de l'Eurovision. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de montrer le drapeau de revendication de son orientation sexuelle. Enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça. Orientation de genre. Peu importe. Ouais, de et à stylé, la limite, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça vient faire dans un concours de chant? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de savoir avec qui il couche, comment il se sent quand il est tout seul? Enfin, tout ce qu'on veut, c'est un artiste. Je sais pas, il a enfreint les règles en montrant le drapeau de son club. Et en fait, ça regarde personne. Enfin, je comprends même pas le... C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on a perdu la notion de vie privée avec cet aspect politique. Vous disiez tout à l'heure que la gauche avait tout mis sous le coup de la politique. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que même la vie privée devient politique et donc on a perdu cette notion de vie privée et qu'on doit étaler au grand jour tout ce qu'on fait chez nous, en effet, avec qui on couche, comment, qu'est-ce qu'on se sent. Mais en fait, ça regarde personne. Il y a une différence entre la vie privée... C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'étaler au grand jour. Oui, voilà, mais sauf qu'on ne peut pas fonctionner dans une
société si on fait ça. Parce que ce qui fait qu'on fonctionne dans une société, qu'une société fonctionne normalement, c'est qu'on se rejoint tous à un moment donné derrière un mode de vie commun et qu'après, chez soi, quand on rentre chez soi, chacun fait ce qu'il veut. Si on commence à détaler tout ce qu'on fait personnellement dans notre vie privée au grand jour, bah, les gens vont se taper dessus. Je veux dire, mais ça commence déjà. Mais ça commence déjà, tout à fait. Et je trouve que le mot prosélytisme est en effet le bon mot parce que ça devient religieux, en fait. C'est-à-dire que la gauche, le wokisme, c'est une religion. Voilà. Et aujourd'hui, toute personne qui remet en cause cette religion est complètement blacklistée et est taxée de fasciste d'extrême droite. Donc, à un moment donné, on a perdu le sens commun. Alors, Daniel, il y a un autre sujet. Oui, je reprends juste, Jérémy, 2 secondes, je te reprends. Ça n'est pas une religion, c'est une idéologie. Parce qu'il y a une différence entre la religion et l'idéologie. Là, l'idéologie, elle fonctionne. Mais moi, je me pose une seule question, qui paye derrière ? Voilà, c'est tout. Vous voulez dire qu'il y a peut-être des lobbies, c'est ça ? Bien sûr. On ne peut pas avoir une espèce de résultante de plein de groupements avec des idées totalement différentes les uns des autres qui jouent sur la planète. C'est pas dans notre quartier. Tout ça ne se fait pas par hasard. Qui casque ? C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne sais pas si on aura la réponse ce soir. Non, mais c'est une vraie question. Je ne sais pas si Laurent ou En tout cas, c'est Clémence, pas moi, mais qui caste, mais... Non, mais Dora Muto et Marguerite Stern ont écrit un livre et elles en parlent beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Ouais, il y a des ONG derrière, américaines, et à peu près toujours les mêmes. Et celles qui sont aussi les derrière les ONG Soros, vous les connaissez, hein, c'est toujours les mêmes. Si, je vous assure. Lui, quand même. C'est toujours les mêmes ONG et derrière, évidemment, qui ont un intérêt, qui a un intérêt financier. Mais il y a toujours un objectif qui est un objectif économique. Les gens qui sont très riches et qui veulent être encore plus riches, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me gêne pas. Les gens qui font des projections sur des décennies parce que c'est comme dans l'ancien temps, il y avait des seigneurs, des rois. Bon, il y a des groupements financiers, il y a des gens qui ont des projections dans le temps. Ça ne me choque pas. Mais c'est une manne financière, vous vous rendez pas compte de c'est cette énorme. transformation. Ah si, je me rends compte, c'est énorme. Alors, il y a les opérations, il y a les médicaments, et ensuite ces gens sont des blessés à vie et à vif. Toute leur vie. Mais c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Non, mais c'est pas leur problème. Mais ces gens-là, après, qui ont fait leur transition, etc., qui vont faire des opérations, sont des malheureux blessés à vie. Voilà. Oui, donc mais ça fait des médicaments tout le long. Ce sont toujours des accidents collatéraux d'une espèce de démarche planétaire qui est quelquefois effrayante. Oui. Voilà. Mais il faut dire toujours qui paye. C'est ça qui m'intéresse. Tous les mots qu'on traverse aujourd'hui, que ce soit le wokisme ou les autres sujets de société, il y a derrière des financements en effet, et c'est toujours en effet les mêmes qui financent, que ce soit le problème du wokisme, de la cancel culture, de l'immigration, etc. C'est toujours les mêmes ONG qui sont derrière et toujours les mêmes personnes qui financent. Donc on peut se demander quel est le but en effet de ces personnes à déconstruire et à diviser la société. C'est aisé. Oui, oui. Non, mais le but... Alors, si je peux me permettre, ça n'est que mon opinion, mais le but, il est simple. Plus tu détruis des structures existantes qui sont chiantes, parce que c'est le côté vieux con que je disais tout à l'heure, plus tu les déconstruis, plus tu démolis, plus tu fais une espèce de terrain relativement malléable pour toutes les affaires futures qu'on ne connaît pas aujourd'hui, toutes les économies futures qu'on ne connaît pas aujourd'hui. À partir de ce moment-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça n'est pas quelqu'un qui a décidé hier matin de se dire le wiki se fait bien parce que les Noirs ont beaucoup souffert, ou les homosexuels, ou les transgenres. C'est pas la question, c'est que tout ça regroupe des gens qui, quelque part au départ, ceux qui étaient là, il y a des gens profondément malheureux, qui ont souffert de plein de choses. T'es malheureux, viens, on va t'aider, on va monter un truc. Et comme il y a beaucoup de millions de gens sur cette terre qui sont malheureux, on arrive à avoir des gens qui planifient une espèce de déconstruction de quelque chose qui aura... Je vais te donner un exemple tout simple, si je peux me permettre, cher Éric. Tu prends un quartier pas terrible avec tous les gens qui s'en vont. Tu l'appauvris un peu plus. Tu fais revenir des commerces qui vont faire que les derniers vont partir. Le niveau du coût de l'immobilier va s'effondrer. Et un jour, quelqu'un va dire on va prendre un risque, on va tout démolir, on va reconstruire. C'est banal ce que je raconte. La planète, c'est ça. Clémence. Non, mais je suis tellement d'accord avec vous que je veux réagir pour... en fait, je pense que c'est le grand déracinement qui est organisé. Il faut que toutes les plantes qui ont des racines qui peuvent résister à tous les vents, justement, soient déracinées, puissent s'envoler à n'importe quel l'image est belle. Vent mauvais. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est que, justement, on a déjà vécu ça. Vous avez, je crois, justement, une histoire du côté de l'Europe de l'Est,
Le soviétisme, c'était ça. C'était déraciner les familles et les séparer. C'est-à-dire, il y avait un enfant qui allait là, un enfant qui allait là. Ensuite, évidemment, les espèces de pionniers, donc les scouts. J'ai été pionnier. Voilà. J'étais pionnier avec le. Vous savez mieux j'avais 12 ans, j'étais à Artec, à côté séparer de des ça. parents, parce que qu'est-ce que c'est que finalement la famille? C'est aussi une cellule d'enracinement dans laquelle on crée une forme de résistance par rapport à ce qui est au-dessus. Donc, on n'est que là-dedans, détruire toutes les cellules d'enracinement, que ce soit le local, que ce soit la famille, la nation, en gros mots, enfin voilà. Donc tout ça doit être détruit, et on l'a déjà vécu sous le soviétisme, pour ceux qui l'ont vécu, et ça recommence ici. Alors on va parler J'y justement de suis allé, l'Ukraine si dans je un peux me instant. permettre, juste pour envoyer à Clémence un petit... Quand j'avais 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans, je suis parti parce que comme ma mère était russe, ukrainienne, en même temps, et Pologne, elle était née en Pologne, je suis allé en Union soviétique. C'était sympa, je me suis fait Berlin, je suis allé à Kiev, je suis allé à Odessa, j'ai vu Sébastopol et tout ça, donc j'avais des petits foulards rouges comme ça. Il y avait des Français qui étaient d'origine russe qui étaient là, et donc j'ai vu le système. Bon, ça m'a pas plu beaucoup parce que j'ai jamais aimé qu'on me donne des ordres, mais ceci étant... Ah non, je suis comme ça, déjà tout petit. C'était très sympa, Paris. Non, mais c'était très sympa. Et là où on était à Artec, c'était les anciennes propriétés des tsars, il y avait tout ce que l'Union soviétique avait comme meilleurs élèves, en tout. En russe, en français, en anglais, en musique et tout. Ils avaient au maximum 15 ans. Et on était un peu... on voyait la leçon. Et quand j'étais là-bas, en Union soviétique, ils ont construit le mur de Berlin. Je vous dis pas la gueule à mon père comment il était de mauvaise humeur parce que j'étais parti, il fallait que je rentre avec le mur qui avait été fait dans une nuit. Voilà, c'est tout. Anecdote. Mais si tu veux qu'on parle de Sébastopol, mon cher Eric, je vous raconterai ça avec plaisir. Eh ben, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que je me disais que le type qui va vous donner des ordres, je pense qu'il n'est pas né encore, hein, non? Il y en a qui vous ont donné des ordres dans la vie? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais si... Ils s'en souviennent, quoi. S'il faut... Non, pas du tout. Ah non. S'il fallait juste... C'est pas un peu bagarreur, non, Daniel Guichard? Très peu. Il m'est arrivé de péter les câbles, mais très peu. Je crois que donner des ordres, quand on commence à travailler... Moi, j'ai l'âge où je peux le dire... pas très loin. Quand tu vas travailler, c'est dégueulasse. Non, mais c'est quand tu vas travailler et que tu as 14 piges ou 13 ans, si on te remet à ta place, si on te bouscule un peu, c'est pas grave. Mais quand tu commences à travailler à 18 ans, c'est très difficile de recevoir des ordres. Donc, à 13, 14, 15 ans, bon, je travaillais au Hall, c'était pas un problème de me faire remettre à ma place. Maintenant, ça serait plus difficile, oui. Alors, il y a un autre sujet aussi très sensible qui a été encore une fois abordé de manière connexe à l'Eurovision. Cette chanteuse israélienne qui représentait donc Israël. Toute cette polémique, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas une polémique, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Non, parce que, si, il y a une polémique. Non. Les votes du jury... Non, mais ça, on s'en fout, vous avez tout dit. Mais vous avez tout dit, c'est bidon, c'est politique, c'est total. C'est bidon, l'Eurovision. Les jurys sont politiques, mais ce qu'on a vu, c'est que contrairement au vote du jury, il y a eu par contre un vote du public massif, et la candidate israélienne est arrivée en tête dans 15 pays européens. Oui, elle était numéro 2. Elle était numéro 2. Non, elle était numéro 1 en France. Oui, bon, elle est arrivée en tête des votes en France. C'est-à-dire que les Français ont beaucoup plus voté devant Slimane. Devant Slimane, tout à fait. On peut pas voter pour son propre pays. Non, on ne peut pas voter pour son propre pays, certes. Mais par contre, voilà, elle est arrivée en tête dans 15 pays sur 25, ce qui est quand même... Toi, tu dis qu'elle aurait dû gagner, quoi. Ah bah, si on prend simplement le vote du public, elle gagnait. C'est un peu comme Miss France, quoi. Voilà, si on prenait simplement le vote du public, elle gagnait. C'est le vote du jury qui a fait qu'elle a perdu. Donc on voit qu'il y a aussi une division là, de la société française et européenne en général sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a des militants d'extrême gauche, comme on voit dans les universités, qui vont militer pour... Alors justement, j'aimerais avoir la réaction là-dessus, l'avis de Daniel Guichard. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet. Comment vous avez réagi justement suite à ces attaques du 7 octobre moi, la seule chose qui m'a bousculé, c'est qu'il y avait un piège. Vous pensez à la situation actuelle aussi à Gaza? Non, mais ça, c'est les deux. Gaza, c'est un massacre, c'est un truc à part. Moi, je crois qu'il y avait un piège qui a été tendu par le Hamas le 7 octobre, mais un piège sanglant, sanguinaire, qui a été tendu à Netanyahou, et il est tombé dedans. S'il y avait eu une intelligence politique, une vraie intelligence politique, qui était difficile à faire passer auprès de la population israélienne, c'était de rester les victimes du 7 octobre. Et si, vis-à-vis du monde entier, ils étaient restés les victimes du 7... C'est dur ce que je raconte, c'est une connerie, bien entendu. Mais au jour d'aujourd'hui, le 7 octobre n'existe plus. Parce qu'il y a une horreur à côté qui est une vraie horreur. Vous voulez dire ce que beaucoup de gens d'ailleurs, enfin je ne sais pas quel est votre point de vue ici sur ce plateau, mais beaucoup de gens considèrent qu'il y a eu
un changement radical d'avis sur ce qui s'est passé, parce que du coup, voilà, avec ce qui se passe à Gaza... c'est un piège. C'était un piège. Ce piège, il est tombé dedans, et la façon d'y tomber ne pouvait être que sanguinaire. Ce qui est arrivé est une horreur. Gaza, c'est une horreur, mais c'était le piège. Le piège a été tendu. C'était difficile d'être politiquement face à une population et de leur dire, il y a un piège. Voilà ce qui se passe, voilà ce que vis-à-vis du monde on doit dire. Parce que les images qui ont circulé sur Internet et que les journalistes sont allés voir, les horreurs qui étaient filmées par les membres du Hamas qui étaient là et qui massacraient, tous ceux qui sont sortis étaient retournés bouleversés, ils ne voulaient plus en parler. Donc il y avait quelque chose, le piège a été tendu, il est tombé, et on vit l'horreur maintenant dans un deuxième degré. Et le 7 octobre est oublié. Et l'occupation des failles dont parlait Jérémy par tous ces, souvent LFI, quoi, militants d'extrême gauche. Oui, mais alors je vais interrompre ça chez nous. Est-ce que c'est lieu? Parce qu'on parlait tout à l'heure, l'Eurovision, c'est pas lieu pour faire de la politique. Est-ce que les failles, c'est lieu pour faire de la politique? C'est pour qu'on en parle, on fait de la communication là-dessus. On parle aujourd'hui de Sciences Po. Ouais. Très bien. LFI, la défense de la Palestine, bon, très bien. Mais il y a la même chose dans les facultés en Suisse. Université en Suisse, à Lausanne, il y a la même chose. Et dans plein d'universités, il y a la même chose. Et à l'Eurovision, il y avait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mouvement qui fait que et la communication, et la mise en avant, et l'information, et là, c'est tout. Et l'extrême gauche est universelle. Donc en effet, c'est pas seulement en France, c'est partout. Mais je trouve quand même assez inquiétant que dans les universités, il y ait des militants d'extrême gauche qui revendiquent une certaine vision du monde qui est quand même assez inquiétante, qui sont dans la censure, qui sont dans la provocation, et se dire que ces gens sont amenés potentiellement à diriger le pays, c'est-à-dire les futures élites, c'est assez inquiétant. Je peux interrompre tout de suite. Si on peut, dans la soirée, éviter des mots comme élite et autres. Il y a des dirigeants. Ça va être l'objet d'ailleurs du premier débat. Parce que c'est souvent de dire les élites. C'est pas des élites, ce sont des dirigeants de mouvement. Et pour reprendre ce que tu dis, il y a une organisation. Or, la gauche a toujours été très organisée. Tout le temps, moi, je voyais dans les quartiers, le Parti communiste s'occupait des jeunes, faisait des tas de trucs, ils étaient mieux organisés que les jeunes catholiques et que le reste. Donc, on ne va pas remettre en cause la capacité à organiser les choses. Vous étiez engagé, vous, jeunes, un peu? Non, pas du tout. J'ai été chez les jeunes communistes, donc là, je suis resté 2 jours, et les catholiques, c'était pareil. C'était pas mon truc, quoi. Marcher au pas... Mais la gauche d'avant, il y a une différence, c'est que elle était beaucoup moins totalitaire, je trouve. Il y a aujourd'hui, dans l'islamo-gauchisme, ce qu'on appelle comme ça, ou dans l'extrême gauche, un côté vraiment totalitaire et obscurantiste. Et c'est inquiétant. C'est-à-dire que de plus en plus de jeunes se reconnaissent dans cette vision du monde, et en particulier donc la nouvelle génération, c'est quand même... Mais est-ce que tu enlèves une part de sincérité de gens, de jeunes qui sont là et qui croient à ce qu'ils disent, qui se disent qu'il y a des massacres à Gaza, que c'est une horreur et qui sont manipulés. Moi, j'ai vu la même chose sur les ronds-points quand il y a eu le début des Gilets jaunes. Vous avez soutenu les Gilets jaunes, ça d'ailleurs. Non, mais il y a eu le début. On peut l'applaudir parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup parmi les artistes qui étaient aussi impliqués. Mais c'est difficile d'analyser parce que les Gilets jaunes, c'était ce qui venait du cœur. Alors, il y avait toutes sortes de gens. Ils ont été catalogués de droite, puis d'extrême droite, puis antisémites, et puis ils ont été pris en main. Dites-vous aussi de temps en temps. Vous savez, non, moi j'étais un peu. Non, mais dès le départ, j'étais entre le ringard et le réac. Comme ça, le problème c'était bien, ça m'a jamais gêné. C'est depuis toujours. Mais il y a un moment où la prise en main de gauchiste, appelle ça comme tu voudras, a été faite. Moi, j'ai une anecdote si vous avez une minute. J'étais pendant les Gilets jaunes qui bloquaient les péages. J'étais à côté de Perpignan, j'étais allé chez mon dentiste, bon, je sors, 10h du soir, hop, tous les camions étaient bloqués au péage, il y avait juste une bagnole qui pouvait passer, et c'était à période de Noël, donc je passe, et puis il y avait des gilets jaunes avec le petit bonnet, une gilet jaune avec un bonnet de Mère Noël. Oh, Guichard, bon, on fait une photo. Il y avait un mec avec un téléphone, genre organisateur de manif. Celui-là, il avait le profil tout à fait comme il fallait. Donc, on fait la photo. Le soir, on voit ça sur le site Facebook. Donc, voilà. Et puis le lendemain... Facebook. Ouais. Je prononce face. Bon. Écoute, tu vas pas... Oui, non, mais... Alors, Facebook, et je me pars. Et puis, la dame, avec son petit chapeau de Mère Noël, passe la photo. Et le lendemain, au même péage, alors donc j'étais sympa parce que j'avais la tronche avec Maman Noël, et le lendemain, au même péage, les camions, ils étaient des dizaines, hein, et il y a un mec qui est arrivé, un homme qui est arrivé, un peu vite, il s'est empayé un camion, il est mort sur le coup, et là, il n'y avait plus
de gilets jaunes. Donc il se serait passé quoi pour moi si j'avais fait la photo et que quelqu'un se soit tué après? Mais il y avait des manipulations totales, ça se voyait. Donc que ce soit, mais que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour ça sera toujours. Oui, mais sauf que là, vous avez eu dans les facs notamment une instrumentalisation de la part d'organisations qui, à mon sens, devraient être interdites, comme par exemple les Frères musulmans, qui ont une vision du monde et qui est assez particulière et contraire à nos principes et à nos valeurs, et qui pilotent justement ces actions dans les universités. Et vous parliez, Eric, de l'édito de Pascal Proust, justement. En fait, aujourd'hui, on nous offre deux sociétés et deux visions du monde différentes. C'est soit le Nemo, donc c'est-à-dire le wokisme, la cancel culture, l'extrême gauche, soit les islamistes. Ils se retrouvent parce qu'ils se tiennent en plus. Mais ce n'est que temporaire. Mais ce n'est que temporaire parce que dans un cas, on fait la promotion du wokisme et de la théorie du genre, et dans un autre cas, on jette les homosexuels du 6e étage. Et on veut nous expliquer que ces deux sociétés vont vivre ensemble, que les gens qui veulent lapider les femmes et les homosexuels vont vivre avec les gens qui sont comme Nemo, avec des jupes et qui chantent. Il y a un moment donné où ça va finir en affrontement. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a au nom de la convergence des luttes une association politique, mais qui est déjà en train de se défaire. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous dites, comme tu dis, c'est que les gens qui manifestent, notamment en solidarité pour la Palestine, on voit parfois des personnes qui seraient les premières. Pour Palestine, espérance de vie à Gaza, poulet devant un KFC, 3 minutes. En 3 minutes, il est mort. Donc on peut pas être queer for Palestine parce que, ou alors on est complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que tous ces gens, mais y compris les Sandrine Rousseau et compagnie, mais elles font 3 minutes à Gaza. 3 minutes et elles sont pendues sur la place publique. Donc à un moment donné, c'est quand que ces gens vont se rendre compte qu'il y a une incompatibilité entre l'idéologie qu'ils défendent, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, et leur autre vision du monde woke. Et c'est ce qu'on voit au Canada. Au Canada, vous avez d'un côté les islamistes, d'un côté les woke, et qui aujourd'hui se tapent dessus. Voilà. Allez, juste... Daniel, dernière question d'actualité, vous l'avez rappelé par rapport à vos origines. J'aimerais avoir votre avis, vous entendre sur l'Ukraine. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit qui doit, donc, pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire, toucher particulièrement? Je suis très touché parce que ma mère est née en Pologne en 1923 dans un endroit qui s'appelle toujours Kadłubiska, à côté de Lvov. Aujourd'hui, c'est ukrainien. Ça s'appelle Kadłubiska, à côté de Lviv. C'est-à-dire qu'il s'est passé des trucs entre Adolphe et Staline. Ils sont coupés, ils se le sont partagés, ils l'ont récupéré. Ça, c'est le problème que notre ami Mike Borowski pourrait parfaitement expliquer. Qu'on salue d'ailleurs, Mike. Voilà. Et là, ça, c'est ce côté qui me touche beaucoup, parce qu'on parle de la Pologne qui surarme actuellement, parce que eux, c'est pas les Russes qui les effraient particulièrement, c'est le problème avec les Ukrainiens, parce qu'il va y avoir des problèmes. Et je suis ukrainien, je suis russe avec ma mère, et ce que je vois, c'est une horreur. C'est-à-dire que si vous voulez une image, juste une image comme ça, pour savoir comment on peut se représenter Poutine, qu'est-ce que c'est Poutine? Prenez une image avec Clinton et Yeltsin. Clinton est mort de rire, il lui tape dans le dos, et Yeltsin, il est bourré. C'est ça qui choque les Russes. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est pas à moi de juger ce qui se passe. Mais la Russie, quand il y a eu la fin de l'Union soviétique, et jusqu'à ce que ça se rééquilibre, alors, c'est pas notre problème, on n'est pas pour, mais il y a un moment où la Russie et le reste du monde, c'était Yeltsin. Et Yeltsin, il était torché. Voilà, c'est tout. Et là, on peut pas être à la place d'un Russe et de se dire aujourd'hui, il y a plein de Russes qui disent ce qui arrive, c'est bien. Bah oui, nous, on considère que c'est pas bien. Mais la réalité, elle est là. Clémence Oudiakova, point de vue? Trop facile. Non, j'aimais beaucoup vos chansons, maintenant je vous adore. Non mais en fait là, depuis le début, on réussit avec Daniel Guichard à apporter de la nuance. C'est-à-dire que sur le conflit israélo-palestinien, je suis d'accord sur l'instrumentalisation des étudiants par l'extrême gauche, ça a toujours existé, mais ça existait déjà pareil en mai 68. Enfin, je veux dire, on est toujours dans les mêmes processus et pareil, d'où vient l'argent? Cet argent-là vient des mêmes, hein, toujours. Oui. Donc, mais le chemin a été parcouru depuis 68. Il y a eu des grands changements dans la société, dans le monde. Oui, mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus, en critiquant, en voulant se borner à critiquer l'extrême gauche parce qu'on est de l'autre camp ou je sais pas quoi, on va se dire « Ah, l'extrême gauche c'est mal, donc tout ce qu'ils disent c'est mal ». Non, à un moment donné, il faut aussi savoir regarder ce qu'il y a devant nous. Et là, vous disiez 3 minutes, c'est la durée de vie d'un poulet devant KFC, ok, très bien. Mais je crois qu'à Gaza, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, même pas qu'un poulet, qui vit 3 minutes, quoi, en fait. Ah oui, mais ça donc, il faut quand même aussi reconnaître et savoir le dire.
Allez les amis. Pour Allez, reprendre dernier mot juste pour ce cette que première dit partie. Clémence, tout ce qu'on vit à travers la télévision demande des nuances qu'on ne nous donne pas. Heureusement qu'Internet Et le mot existe. nuance, elle n'existe Non, mais pas. heureusement, si, la nuance existe, mais pas chez nous. Heureusement qu'Internet existe, parce que quand on a un doute sur quelque chose... la nuance, c'est sur Internet, voilà, il faut y aller. Il y a une polarisation de la société parce que vous disiez de l'extrême gauche, c'est tout à fait vrai, mais il y a aussi l'extrême centre, enfin tous les clans, et on voit ça aussi aux États-Unis, il y a une polarisation de la société qui est terrible et c'est très inquiétant parce que les gens ne savent plus se parler, quel que soit le conflit, quel que soit le sujet dont on parle, tout le monde est extrêmement polarisé et hystérique dans son... et les gens n'arrivent plus à échanger et à faire des compromis, et on le voit même dans les conflits actuellement, on ne parle même plus de processus de paix, sans même parler de paix, de processus de paix. C'est vraiment effrayant. Johnson. C'est la communautarisation idéologique. Voilà, chacun est dans son extrême et n'écoute plus les autres. Donc, Allez, voilà pour l'entrée en matière qui était longue, mais elle était nécessaire. On passe tout de suite au premier débat de la soirée. Justement, on va parler de ces élites, entre guillemets. Le populisme. Au secours de la démocratie, nos élites sont-elles encore françaises? Comment mettre fin à la déconnexion entre peuple et élite? Le Festival de Cannes est-il le symbole de ce décalage? Voilà, alors ça n'aura échappé à personne. Donc le festival de Cannes s'est ouvert donc hier, et donc avec nous pour en parler quand même un petit peu de ce sujet entre cette déconnexion entre on va dire le peuple, j'aime pas dire ça, et les élites. Justement, Le alors populaire. Le populaire, oui, parce Moi, que j'aime bien vous revendiquez ce titre de chanteur populaire. Moi, je trouve que c'est très honorifique d'être un chanteur populaire ou un homme populaire ou un personnage populaire. Ça veut dire que des gens de tous bords vous aiment bien. Vous ne demandez pas, quand vous allez faire l'artiste sur scène, pour qui votent les gens dans la salle. Il y a des gens de droite, de gauche, de personnes, de nulle Et pour part. vous, Cannes, c'est pas populaire? Je sais pas, je m'en fous, parce que je regarde Mais bon, pas. c'est un peu aux victoires de la musique Non, aussi, et les Césars. mais Vous, les victoires, vous en avez eu des victoires ou pas? Non, jamais, j'en aurai jamais, c'est pas gênant. C'est incroyable, ça. Non, mais... Eh ben, vous savez quoi, on vous en donne une. Tiens, on va aller chercher une victoire, s'il vous plaît. Voilà. C'est une victoire, ça du représente- saucisson. Ça a l'apparence du saucisson. Mais c'est pas du saucisson, C'est une gravure qui a été faite pour TVL et c'est la victoire du populaire. Voilà. Elle est Donc, on est très magnifique, content de magnifique. vous la donner. Merci beaucoup, Voilà. je suis très content, je remercie C'est toute ma le famille. sauciflard d'honneur. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très content d'avoir reçu ce sauciflard d'honneur. Je tiens à remercier toute l'équipe qui est là, qui m'a permis d'y arriver. Je remercie mon fils, mon épouse, son chien, enfin tout le monde, merci encore. Voilà. Bravo! Non, mais parce que, bon, là, on dit ça sur le mode de la plaisanterie, mais honnêtement, de la même façon qu'il y a eu je crois que c'était, je me demande si c'était pas Belmondo, mais qu'il y a eu des comédiens que ça touchait particulièrement, le fait de ne pas avoir été, entre Delon. guillemets, reconnu par Delon. vous. Delon, oui, c'est Oui, Delon. Delon. Delon a jamais eu de On César. lui a donné juste avant la fin. Notre quoi. histoire, il a. Oui, je crois Je qu'il crois avait. pas, non je crois pas. Et vous, est-ce que ça vous touche ou pas? Pas du finalement tout. Pas du tout. Non, parce que j'étais... Alors qu'on le disait, je crois que, enfin, je sais pas, Mon Vieux ou La Tendresse. Enfin, Ah oui, non, mais l'anecdote de Mon Vieux, on m'a dit, quand je voulais l'enregistrer, tu peux l'enregistrer, mais ça ne marchera pas parce que c'est démodé. Donc, j'étais déjà ringard à l'époque. Ouais. Ah, faut lui Mais demander. c'est pas gênant. Je crois que j'ai eu la chance de démarrer avec des gens intéressants. J'ai fait artiste quelque temps, et puis très vite, je suis devenu producteur de ce que je faisais et distributeur de ce que je Ah oui, faisais. c'est ça. Vous avez C'est-à-dire déjà... Ah oui, quand ça incroyable. marche, c'est grâce à moi. Quand ça marche pas, c'est à cause de moi. Voilà, c'est tout. Et puis quand ça marche, c'est vous qui vous faites le fric. C'est pas Ouais, le mais, producteur. non, mais là, la perception, ils savent où j'habite. Hein. Ah oui, quand même, ouais. De ce côté-là. Ah, vous aussi, parce qu'il y avait eu. C'était Alain Barrière qu'on a. Oui, non, on ne va pas voilà. parler d'Alain, mais Qui non, malheureusement ils n'est savent, plus là, ouais. mais ils savent où j'habite. Oui. Ils savent où Et en trouver. plus, d'ailleurs, Bah ça non, fait- maintenant vous bougez tout le temps. non, en camping-car, mais c'est juste pour les spectacles. Ah, d'accord. Parce qu'ils ont j'ai un point de chute, ils savent où Ah, je il est suis. malin, Daniel Guichard. Mais je crois, si je peux me permettre juste une parenthèse pour ceux qui nous suivent, pour les prochaines élections municipales, législatives, quand vous vous présentez, regardez que de façon que votre équipe, il y ait quelqu'un qui travaille à l'URSSAF, aux impôts et à l'inspection du travail. Si vous n'avez pas ça, allez pas dans cette liste. Bon, en tout cas, on peut vous applaudir parce qu'au moins vous avez des conseils lumineux. Pareil pour les médias d'ailleurs. Hein. C'est pareil, mais je ne sais pas pour les médias. Là, je dis parce que j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier qui y avait dans l'équipe municipale où je m'étais présenté. Et là, j'ai ramassé quand même. Bon, là, Daniel Guichard, on est en plein Cannes, donc on le sait. Bon, Cannes. depuis voilà, Cannes, bon,
Chaque année, voilà, c'est un peu l'ébullition, sauf que j'aimerais savoir, vous, je pense plutôt, je me tourne plus vers Laurent Firod, réalisateur, ou Béatrice Rosen, actrice. Est-ce que, quelle est la perception que vraiment vous sentez que les gens ont de Cannes? C'est vraiment. Parce que c'est aussi, ce que je disais, c'est aussi important, populaire, Béatrice. Est-ce que vous y allez, par exemple, cette année à Cannes? Alors, cette année, j'y vais pas parce que j'ai pas de film et que quand on est acteur, aller à Cannes juste pour se montrer, c'est pas de très bon goût. Vous avez joué dans Batman, les films des grosses super-productions américaines. C'est vraiment j'ai commencé ma carrière en fait à Cannes. J'étais sélectionnée dans les jeunes talents de l'Adami à Cannes. Et donc, pour moi, j'avais des paillettes plein les yeux à l'époque. C'était le rêve qui commençait. Mais en fait, je pense que la perception des gens sur Cannes, c'est que c'est un milieu très élitiste, très entre-soi, où en fait c'est beaucoup des copains, où on choisit des films politiques, encore une fois, où le politique a pris le pas sur tout, les sujets du moment, que ce soit tous les sujets dont on parlait, politiques, sociétaux. Les films sont sélectionnés souvent à cause de leur thème, et d'ailleurs, ça c'est Laurent qui pourra peut-être plus en parler, sur les financements par le CNC. C'est vrai que là aussi, c'est extrêmement politique. Il y a d'un côté le copinage et de l'autre côté les thèmes. Il y a des thèmes qui ne sont pas homologués et il y a des thèmes très politisés, toujours dans le même sens, qui évidemment recevront les subventions. La sélection, justement, Laurent La sélection de Cannes, c'est le président du jury qui va... c'est le délégué général. C'est le délégué général. Il sélectionne. C'est toujours les mêmes. C'est les copains. Mais en fait, ça, je dirais, c'est la vitrine de Cannes. Pour que les gens en parlent, pour que les médias en parlent. En fait, Cannes, c'est quoi avant tout? C'est un marché. Vous avez jamais eu de film sélectionné ou... Non, mais j'ai eu souvent des films qui ont été au marché. International du film, c'est ça. International du film, et il y avait des projections, des films à Cannes, parce qu'on savait que tous les pros étaient là. Donc pour vendre un film, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, Cannes, pour les gens qui bossent dans le cinéma, c'est avant tout un marché. C'est ça, comme le Midem. C'est comme le Midem. Exactement, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de business. C'est un marché, c'est formidable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pognon aussi, évidemment. Donc et les marques aussi, tout a changé avec Internet, avec les réseaux sociaux, et il y a les marques ont pris le pas parce que c'est devenu vraiment le truc principal, qui habille qui, et donc c'est pas juste le marché du cinéma, mais c'est aussi un marché des grandes multinationales qui viennent montrer leurs produits. Et depuis les réseaux sociaux, maintenant souvent aussi les castings, ils regardent souvent combien de followers ont telle ou telle personne avant de les caster. Donc en fait, il y a eu vraiment une révolution du cinéma, et puis les plateformes aussi, Netflix, Disney, Amazon, etc. Tout ça a complètement révolutionné le monde du cinéma. Maintenant, et puis le fait que Canal aussi ne suive plus Cannes, il y a aussi, ça a changé quelque chose, ça a changé un petit peu l'aura du cinéma. Et puis il y a toutes ces affaires, ces rumeurs, parce que là, ce festival-là, il dépasse tout à ce niveau-là. Vous avez été à Cannes, vous avez été témoin, Laurent Firod, Béatrice, peut-être même Daniel aussi. Ah non, j'ai rien vu, moi j'ai rien vu. J'étais pas là, j'ai rien vu. Vous n'y avez jamais été à Cannes, vous, pendant le festival? Non, j'irai jamais, ça m'intéresse pas. Ouais. Parce que c'est un marché de professionnels, et c'est pas mon univers du cinéma. Les dérives du cinéma, elles sont pas loin d'être les mêmes que les dérives, je pense, du milieu musical. Non, ça fait... l'affaire Weinstein, la drogue, toutes ces... Il faut arrêter de découvrir des choses que tout le monde disait, et plein de gens disaient, on savait, mais si on l'ouvrait, on se faisait virer. Donc les gros porcs, il y en a toujours eu, hélas. Les combines à la noire... Dans la musique aussi, il y en avait beaucoup. Il y en a eu beaucoup, j'en sais rien. C'est-à-dire que si j'avais vu, je dirais, je balance tout de suite. Non. Il y en a toujours eu, parce qu'il y a toujours des gens qui ont profité de leur position, du rêve des autres. Chanter pour une chanteuse, un chanteur, c'est important. Faire du cinéma, il y a plein de gens qui voudraient faire du cinéma. Donc il y a ceux qui ont la possibilité d'user de ça pour arriver à des fins sexuelles dégueulasses. C'est comme ça. Est-ce que c'est bien? Non. Si on peut en balancer quelques-uns, tant mieux. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas balancer n'importe qui, n'importe quoi, parce que la voisine de la cousine du machin a dit. Des gros porcs, il y en a dans tous les domaines. Hein. Exactement. Il n'y en a pas que dans le cinéma, c'est dans tous les domaines. Non, dis pas qu'en politique, il y en a. Je ne me permettrai pas.
Non, mais pour rester sur ce sujet, parce que sur le sujet aussi, on a intitulé donc ce débat le populisme au secours de la démocratie, ce décalage entre les élites et le populaire. Il faut arrêter de dire élite. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Il faut arrêter, c'est pas des élites. Voilà. Ce sont des gens qui nous dirigent depuis des décennies. Certains sont très compétents, ont fait de hautes études et ont des compétences bonnes. Il y en a d'autres, c'est des baltringues. Et tout ça a le titre d'élite. Charles Mathieu, mais lui, il est raide, hein, il est déchiré depuis tout à l'heure. Vous croyez que c'est pour servir? Pas du tout. Il goûte tout. Laurent, c'est vrai que c'est intéressant parce que peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu les chiffres du cinéma. Ça n'a jamais été autant la cata parce que vous, vos films, ils sont plus distribués dans les salles puisqu'on ne veut pas de vous. C'est la cata. C'est la cata pour les entrées salles du cinéma. Et vous cartonnez alors qu'il n'y a pas de distributeur. Non, voilà. Digital. On peut trouver Le Monde d'après 1, 2, 3. Tout à fait, absolument. Mais sinon, c'est vrai que les chiffres du cinéma français sont très très mauvais. S'ils sont de pire en pire en fait, mais le monde du cinéma n'est pas du tout inquiet par ça, parce que avec la fameuse exception culturelle française. Alors là, on peut faire de l'exception culturelle. Bien sûr, là, en effet, là, il y a une exception culturelle française. En effet, là c'est très très mal. C'est de la préférence nationale. C'est la préférence nationale, totalement à 100%. La préférence nationale est autorisée. Hein. À 100%. Et donc, en fait, ce qui est dramatique avec ça, c'est-à-dire que un producteur ne cherche pas un film qui va marcher, il cherche un film où il va trouver un financement. Le problème est vraiment totalement différent. Voilà, quand on expose un projet à un producteur, il faut en effet qu'on coche toutes les cases pour trouver ce financement qui est dû à l'exception culturelle. C'est quoi l'exception culturelle française? C'est juste des obligations d'investissement. Tout le monde est obligé d'investir de l'argent dans le cinéma, pas seulement le CNC, les chaînes télé, les régions, etc. Tout l'argent du cinéma français, en fait, il est soutiré. Donc c'est dramatique. Et c'est pour ça que tous ces projets, donc, comme on ne cherche pas à plaire au public, on ne fait pas des films populaires, on fait des films où on trouve un financement, et on est mort. Est-ce que je peux te demander ton avis sur Artus ? Parce qu'il a bien raconté les difficultés qu'il a eu à avoir et à trouver ce financement. Aucune marque. Quelque chose en plus, moi je suis content de ce qui lui arrive parce que c'est formidable. Ces acteurs, ils sont formidables. Et j'ai cru entendre, il y a quelques jours, qu'ils allaient monter les marches à Cannes, hors concours, mais que les grandes marques n'avaient pas envie de jouer le jeu avec eux. Voilà, ça c'est sympa. Bravo pour les grandes marques. Non, mais c'est parce que voilà, déjà, du moment où il y a un film qui marche, en plus un film un peu hors norme, on le regarde d'un mauvais œil. C'est-à-dire qu'on fait soudain du film, voilà. Mais bon, après, s'il y a beaucoup d'histoires de pognon, après, je pense qu'il y aura plus de chances pour faire d'autres films après coup, bien sûr. Mais néanmoins, le vrai problème, il perdure parce que, en effet, s'il n'y avait pas cette exception culturelle française, le cinéma français, il met la clé sous la porte, que ça soit très, très clair. Là, il y a à peu près, je dirais, par an, aux alentours de, je crois, c'est entre 300 et 400 films qui se font. Avec des budgets C'est quoi le budget moyen d'un film? Pour 2,5 millions d'euros. Ah, quand même. Quand même, ça représente une somme excessivement importante. Quand il y a des films qui font 25 millions d'euros, c'est sûr, évidemment. Mais voilà, donc, et après aussi, il y a eu cette inflation des budgets dans le cinéma français, parce que, comme on cherche un financement, donc on monte le devis de manière artificielle, et après, quand on parle un peu en douce avec un producteur, il te dit, voilà, moi j'ai pu récupérer 18 millions d'euros, mais je peux faire le film avec 6. Bravo. Et les 12, ils vont où? Les 12, je ne sais pas où ils vont, mais en tout cas, ils vont certainement quelque part. Et après, il est tranquille. Que le film fasse 0 entrée, j'en fous, il les a l'argent. Il a l'argent avant. Donc c'est redoutable. C'est pour ça qu'il ne prend plus de risques au sens... Non, il ne prend plus aucun risque. Un producteur ne met jamais d'argent. d'argent. À l'époque, il mettait ses... C'est terminé, c'est sur la table. Longtemps, ça. Et en fait, il faut expliquer pour les gens qui nous regardent, qui ne savent pas forcément, qu'en fait, ça s'autofinance parce que les films étrangers, les gros blockbusters américains qui sont diffusés en France, il y a une partie de cet argent-là, des entrées, même des films étrangers, qui vont nourrir les fonds du CNC, etc. Mais uniquement le CNC, attention. Uniquement le CNC. Et attention, parce qu'on parle beaucoup du CNC, enfin, je tiens à dire, le CNC, par rapport à la part dans un budget de film classique,
ça représente à peine 10 à 12%. C'est pas énorme. Oui, mais souvent, les dossiers commencent, la trajectoire Bien sûr, du on film commence par le CNC. par le Tout à CNC, fait. et après, ça se remplit par rapport à ça. Mais j'ai une autre explication pour le fait que le cinéma français ne fasse, en tout cas, moins d'entrées. Il y a évidemment l'entre-soi et les choix politiques qui ne sont pas faits forcément pour plaire au public, puisqu'ils s'en fichent, puisqu'ils ont les budgets. Il y a aussi donc ce copinage, mais il y a aussi le fait que ces dernières années, les célébrités, les acteurs, je pense, ont beaucoup déçu les gens. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. Ils n'ont pas voulu... En fait, on voit tout le temps des artistes engagés. Alors, ils s'engagent quand ça va bien, quand il n'y a pas de risque, quand c'est consensuel et que c'est bien, voilà, et quand ça va bien pour leur carrière. Mais dès qu'il y a un sujet sensible, quand c'était la crise sanitaire, quand c'était les Gilets jaunes, là, tout d'un coup, on les entend plus, on les voit plus. Et François Cluzet, par exemple, pour citer que l'un des plus connus quand même, voilà, quand vous voyez des gens comme François Cluzet qui... Voilà, sur tous les plateaux, stigmatisés vraiment, parce qu'on peut le dire. Alors tout de suite, le mot, c'est complotiste. Vous, on pourrait vous taxer de complotiste, limite aussi, non? Vous répondez quoi, ces gens-là? Rien à cirer. C'est pas grave, c'est leur problème, c'est pas le mien. Je crois qu'à un moment, comme on parlait de toutes ces choses sur les plateaux, le nombre de gens qui étaient prêts à aller nous chercher à la maison pour nous faire des piqûres, bah non, c'est leur problème. Le temps passe, la justice arrive dans des tas de pays. S'ils passent pour des cons et des malhonnêtes aujourd'hui, tant pis pour eux. Non, mais ça dit quoi justement que c'est le monde, élite artistique soit déconnectée. On enlève. J'ai exprès ça pour dire que ces acteurs qui sont mis sur le haut de l'affiche, quoi, sont ceux qui sont peut-être les moins. Non, je porterai pas de jugement comme ça. Je porterai pas de jugement comme ça parce que quand on se retrouve, et là Béatrice a bien expliqué, c'est dans l'air du temps. Vous vous retrouvez sur un plateau de télé, vous êtes en train de faire le taf pour la promo d'un film, on vous demande qu'est-ce que vous pensez des piqûres, des machins, des trucs, vous dites un nombre incalculable de conneries qui vont dans le sens du vent, parce que sinon vous allez vous faire massacrer. Donc le fait d'être un peu hors norme, un peu têtu, moi j'ai dû être secoué contre le mur, parce que des fois j'ai pas des réactions normales, mais il y a une réalité. Vous avez buzzé, je vous avais demandé l'année dernière ce que vous pensiez du vivre ensemble, vous m'avez répondu, je sais pas, je me suis inscrit à un club de tir. Non, j'ai pas dit je sais pas. Alors, pardon, mais... Non, la réaction était directe. Vous ne regrettez pas, mais... pas du tout, pas du tout, parce que c'est une réalité. Vous avez progressé depuis l'année dernière au tir ou pas? Mon fils, beaucoup mieux. Ouais. Il tire beaucoup plus que moi, et il tire mieux que moi, oui. Mais c'est pas la question. La question, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. J'ai pas voulu être le premier en tout. D'ailleurs, j'ai appris par Charles Aznavour que lorsque les choses se passaient très très bien, il fallait passer au stade supérieur et préparer la descente. Le jour où il m'a expliqué ça, j'ai pas compris. Il m'a dit, vous allez voir, il y a des tas de gens que vous connaissez pas, ils vont vous aider à être tout en haut. Et puis quand vous serez tout en haut, vous ne savez pas pourquoi, mais ils vont tout faire pour vous descendre. Donc préparez la descente tout de suite. Et c'est la logique normale. C'est les mêmes qu'on croise à la descente. Ah non, il faut faire attention, parce que souvent ceux qui montent, ils devraient faire attention, parce qu'ils risquent de descendre aussi. Mais pour rejoindre un petit peu les propos qui sont tenus sur les plateaux par des acteurs, par des médecins, par des généraux, en ce moment on a une flopée de généraux et d'abrutis qui sont en train de dire des choses horribles sur des choses horribles qui sont en train de se passer. Bon, c'est parce qu'ils sont sous les projecteurs, ils se laissent aller, quoi. Mais le problème, en fait, c'est que ce n'est pas représentatif de la société française. Complètement, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des acteurs, on voit pareil dans le monde médiatique, soit le monde cinéma, musique, médiatique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a des élites, entre guillemets, qui sont unanimes sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent tous la même chose et il n'y a pas de pluralité des opinions chez les acteurs, pas de pluralité dans les médias, il n'y a aucune pluralité dans toutes ces classes dirigeantes, entre guillemets. Et donc, les acteurs, aujourd'hui, le monde du cinéma ne représente pas l'ensemble de la société française. Ils représentent un courant bien précis, bien idéologique. Omar Sy en est la quintessence. Il est à Cannes en jury. Omar Sy, il prend des positions, par exemple, quand il y avait... Il vit à Los Angeles. Mais bien sûr, il avait pris des positions sur Naël, etc., extrêmement fermes, en disant encore une fois, la police est raciste, la France ci, la France ça. J'ai pas vu le tweet d'Omar Sy pour Matisse. J'ai pas vu le tweet d'Omar Sy pour Lola. Il était où? Donc, en fait, c'est un mec, c'est un acteur qui ne s'émeut que quand ça va dans son sens idéologique. Voilà, mais quand c'est Lola, quand c'est Matisse, quand c'est les policiers, quand c'est les Français,
Là, il n'y a plus il n'existe plus, Omar Sy, il s'en fiche, en fait. Voilà. Et c'est des donneurs de leçons, en plus. Donc moi, je comprends que les Français, aujourd'hui, se disent j'ai plus envie de regarder ces films. Voilà. C'est ça qui est insupportable. Lui-même d'acheter son livre, parce qu'il a fait un bid absolu. Et quand il était présenté comme la personnalité préférée des Français... Mais il l'a vraiment été. Il l'a vraiment été, mais il faut savoir comment est monté le questionnaire. C'est ça, voilà, je pense que c'est totalement... Oui, il y avait des films Intouchables aussi, qui l'avaient beaucoup porté. Voilà. Donc les gens prêtaient la qualité du personnage, l'acteur. Et ce qui est intéressant, parce que Laurent m'expliquait aussi hors antenne, c'est le choix aussi d'attribuer des subventions à des films dépend aussi des sujets que les films traitent. Et comme, évidemment, il faut balayer un maximum de gens dans les salles, évidemment, il faut être le plus neutre possible. Oui, ça c'est assez extraordinaire parce que moi-même j'ai été lecteur au CNC pour choisir à qui attribuer les subventions. Et j'ai remarqué une chose qui m'a paru assez évidente très très vite, c'est-à-dire que s'il y avait un projet où il y avait parmi les membres du jury quelqu'un qui disait moi j'adore, etc. Donc forcément il y avait une autre personne qui disait tu trouves, moi je pense pas, etc. Donc il y avait un petit conflit et finalement ce projet passait toujours à la trappe. Quand s'il y avait un sujet, je me souviens très bien du mec qui animait les débats, il disait vous avez des choses à dire dessus? Chiant, quoi. Ça passait. Parce que personne n'avait rien à dire. C'était l'eau tiède. On ne pouvait pas en dire du mal. Donc il passait toujours. C'était redoutable. Et sans compter qu'ils sont ce qu'on appelle les commissions d'attribution. Oui, en plus ils se connaissent tous, etc. Bien sûr, parce que j'ai vu aussi des cas de figure extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui présente son propre projet, qui fait partie du jury, dit je sors, bien sûr, quand même, un peu. Il sort tranquillement, et après il revient. Alors, donc on va pas lui dire, non, forcément. Si, voilà, tu es passé. Oh, c'est trop gentil. Quel suspense. Quel suspense extraordinaire. Voilà, donc c'est tellement risible, c'est extraordinaire. Voilà, après, c'est le même qui avait dit je sors, qui dit je sors aussi. C'est ça, voilà. Et il y aura la monnaie de sa pièce. Voilà, bon, c'est une vaste farce, quoi. Moi, ça me choque pas. Non, mais ce qui est choquant, c'est que le fait que depuis des années, des décennies, toutes ces choses sont là régulièrement, elles viennent à la surface et ça bouge pas. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de connivence. On est encore en démocratie en France, vous irez jusqu'à dire à poser la question souvent je dis non, mais je pense qu'il reste encore un petit peu pour rejoindre un peu ce que disait Clémence, il y a encore des choses qui sont enracinées. Il ne faudrait pas grand-chose pour que la notion réelle de démocratie existe, vraiment, et dans les faits, parce que quand on se fait des référendums où on dit non et c'est oui qui passe, quand on fait un référendum sur Maastricht, où il y a eu 600 000 voix de différence entre les deux, et que le président est allé à la Sorbonne, comme il n'y a pas longtemps, Emmanuel aussi. Donc il y a un moment, on se dit, est-ce qu'on ne se fait pas berlurer, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? C'est pas au résultat que Pourquoi la démocratie, elle fait si peur à nos, alors je ne dis plus élite, mais aux équipes dirigeants Mais parce qu'ils sont tous un peu malhonnêtes, mais ça c'est un espèce de pléonasme que je veux dire, pour certains faire de la politique en étant un peu malhonnête, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un moment où on va pas au fond des choses. Moi je sais, alors c'est la première fois et la seule fois où je parlerai de ma façon de voter. Je me pose jamais la question quand je fais le chanteur pour qui vote le public. Mais moi, j'ai voté non à Maastricht, j'ai voté non à la Constitution, les deux fois, et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais bien fait. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que sur Maastricht, Mitterrand a bien fait son boulot quelques jours avant à la Sorbonne, et que la différence des deux s'est jouée à pas grand-chose. Et j'ai vu qu'il y avait eu presque 1 million de votes blancs ou nuls. Comment est-ce qu'on peut voter blanc à un référendum? Tu vas voter, tu dis oui, non, mais tu ne vas pas sans ça. Et il y avait un tiers d'absents. Voilà. Et il faut et récemment, je me posais la question, mais pourquoi il y a plein de gens qu'on voit sur des plateaux, sur Internet, beaucoup, des gens très compétents, philosophes, sociologues, tout ça, qui disent « Moi, je pense ceci, je pense cela, la situation, enfin, le monde entier, mais je ne vote pas. » J'ai envie de le dire, mais ferme ta gueule. Si tu votes pas, ne pousse pas les autres à ne pas voter. Allez voter, votez pour qui vous voulez, pour Mélenchon, pour Philippot, pour qui vous voulez, mais allez voter. Parce que ce qui vous arrive tous les matins, c'est d'autres gens qui décident. Parce que je me suis rendu compte que quand il y a eu Maastricht, on ne va pas parler 2 heures là-dessus, mais il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait Fabius qui était contre, si ma mémoire est bonne, il y avait De Villiers, il y avait des tas de gens qui n'étaient pas pour. Donc ces gens-là ont dit non, on va aller vers une espèce de structure fédérale. Là, on y est.
Ça veut dire que la vie des paysans, la vie de l'industrie, la vie de tous les... Même les crémiers, ils sont obligés d'avoir des normes de froid pour leur fromage. Tout ça, c'est des gens à Bruxelles l'élite, qui sont élus par personne, qui décident. Et tout le monde trouve ça très bien. Allez voter là pour les prochaines élections. Allez-y. On va en parler, ça va être l'objet du second débat. Alors, je voulais juste, je suis tout à fait d'accord. Et à l'époque des référendums, effectivement, c'était le moment où il fallait absolument voter parce que tout ce qui est maintenant découle de ça. Et en fait, le problème est double. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vraiment l'histoire de la grenouille qui se sent pas bouillir parce qu'ils augmentent la température très doucement. Donc, ils ont fait le coup de ne pas respecter le référendum. Les gens n'ont pas réagi. Et puis, ils ont avancé comme ça très progressivement. Donc les gens, en fait, ne savent même pas quoi faire parce qu'ils ne veulent pas se résoudre à de la violence totale et la révolution parce qu'il y a le confort à conserver. Donc ils ne savent pas quoi faire. Et d'un autre côté, on a un système. Moi, je comprends maintenant l'abstention record qu'on a. Moi, je vais quand même voter, mais je comprends l'abstention parce qu'en fait, on est dans un système électoral qui est totalement verrouillé. Les gens ne savent même pas actuellement que pour les élections européennes, il y a plus d'une vingtaine de listes. Où ils sont ces gens? Où elles sont ces listes? On les voit jamais dans les médias. Alors ils nous trouvent des explications. Oui, mais l'ARCOM, oui, mais les temps de parole. Oui, alors tu as 2 minutes là, après tu as 5 heures pour l'autre, etc. Ça verrouille totalement le champ électoral et les gens sont écœurés. Et on a beau voter pour des petites listes, tout est fait pour qu'elles n'arrivent à rien, ni à prendre la parole, ni à avoir quoi que ce soit comme pouvoir, ni à avoir de députés, ni parce que à 3%, 600, 5%, t'es même pas remboursé à 3%, à 5%, tu as quelques députés. Il y en a 5. Voilà. Les Allemands, 1%, un député. Voilà, c'est pas normal. Et tout est fait pour verrouiller le champ électoral et dissuader les gens d'aller voter. Et c'est anormal et il faut se réveiller, c'est pas acceptable. Est-ce que je peux me permettre... Allez, très vite. Très vite. Alors, si je peux me permettre, pour Béatrice, je crois qu'il y a une chose qui je souhaite et j'aspire à ça, mes voeux. Il faudrait que les journalistes aient la possibilité et le droit d'être journalistes. Parce qu'il y en a plein qui ont envie de dire, il y en a plein qui ont envie d'écrire, ils ne peuvent pas écrire. Parce que tout ce qui s'est passé à propos des élections, ne serait-ce que 2005, qui a été passé en 2007. Chez nous, en France, on a eu Sarko qui nous a dit... Ça a changé, ce qui s'est passé, le traité de Lisbonne, c'est plus tout à fait la même chose. Mais Angela Merkel, ce qu'on n'a rien à battre, elle a dit « Je suis contente que l'intégralité des choses soit passée ». C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur les accords avec les Ukrainiens, c'est pareil. Il faut que les journalistes puissent dire ce qu'ils savent et qu'on les laisse tranquilles quand ils font les journalistes. Allez, très vite, Clémence, mais vraiment, on termine. Non, mais c'est pas grave, on fera plus tard. Non, mais je voulais dire sur l'exception culturelle, justement, cinéma et tout ça. En fait, c'est la même chose pour les médias. Et c'est la même chose pour la recherche. Et c'est la même chose pour tout. C'est pour ça qu'en fait, on n'a toujours qu'une pensée unique qu'on entend majoritairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un si grand décalage entre le peuple et les mainstream et les médias. Le nom dont on ne doit pas dire le nom. Voilà. Les élites, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas interdit, on a le droit de le dire quand même. Allez, on termine sur une note d'humour. D'ailleurs, avant de passer on peut applaudir Ignace, qui est notre caricaturiste en ligne. Ouais. On est diffusé ce mercredi soir, donc c'est la veille par définition du jeudi. Demain, donc il y a l'humoriste. Depuis quand on m'a dit ça, il faut vérifier, hein, peut-être une info complotiste. Il y a Guillaume Meurice qui est convoqué par la direction de France Inter, vous savez, suite à cette plaisanterie, alors qu'on trouve le prépuce et tout le reste. Il avait qualifié Netanyahou de nazi sans prépuce. Vous trouvez que c'est... Bon, il va sans doute être viré. Vous trouvez que c'est justifié, pas justifié? C'est quoi votre regard là-dessus, la liberté d'expression? C'est Guillaume Meurice, c'est la liberté d'expression qu'on défend, c'est quoi? Non, moi je pense à Fred qui a dit un truc. Fred l'humoriste. Ah oui, Domar et Fred, oui. Non. Mais c'est un humoriste qui passait à la télé, qui avait fait une petite... ou alors je me suis trompé de prénom. Tex, excuse-moi. C'est Tex, pas Fred. C'est Tex qui avait dit une petite truc. Bon, il s'est fait saquer. Lourdet. Bon, Guillaume Meurice, il est mieux vu par la direction, quoi. Ah non, parce que là, il va sans doute être lourdé aussi par Radio France. Mais je vais pas pleurer. Mais voilà. Bon, voilà, c'est dit. Allez, on termine avec les caricatures d'Ignace. Béatrice Rosen et Laurent Firode mériteraient un César du politiquement incorrect. Joli, tiens. Béatrice, c'est pour toi. Daniel Guichard. Ah oui, vous êtes bientôt, vous m'avez dit, à Genève, hein, je crois. Je vais faire chanteur par là. Daniel Guichard, bientôt en concert à Genève. Je ferai concurrence à Nemo. Voilà, et on vous voit avec votre rapport à cette magnifique chevelure. Hein. Mais non, moi j'apprécie parce qu'il m'a fait l'œil de biche. Il m'a fait l'œil de biche, il manquait quelques plumes, mais peut-être que je vais changer avec quelques
Ah oui, je vais m'arranger la tronche quand même. Non, non, magnifique. Que pensent les Français du conflit israélo-palestinien? Je me sens davantage concerné par le conflit normando-breton. Voilà. Il faut aussi applaudir Ignace. D'ailleurs, en parlant des cheveux, vous, c'est du vrai. Hein. Tire. Non, impressionnant. Hein. Laurent, prends sa note. L'UE est à l'image... Non, mais ça, c'est vexant, mais je t'en donne un peu, si tu veux. Mais voilà. L'UE est à l'image de l'Eurovision, non binaire comme Nemo et nos frontières comme Slimane. Joli, bravo. Et enfin, la dernière. Slimane a bien chanté, n'empêche qu'en tant que Français, je ne me suis pas trop senti représenté. Bon, eh ben on applaudit. Voilà pour donc les caricatures d'Ignace et on enchaîne tout de suite avec l'interview Confession. Allez, on est à la bourre pour changer. L'interview Confession, c'est 5 questions très rapides, réponses aussi rapides que les questions. Donc vraiment, on est dardard. Vous êtes prêts? Go! Première question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout? Caractère... Deuxième question. Non, pardon. L'extrême confiance. Parce que ça m'est arrivé souvent dans ma vie de faire extrêmement confiance à des gens pour des actions et je l'ai regretté amèrement après. À qui en particulier? Il y a quelqu'un? No comment. D'accord. Allez, deuxième question. Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, je crois que l'image n'est pas importante. Chacun trouve ce qu'il a envie de trouver. Donc, il y en a qui me trouvent très antipathique, d'autres très sympathiques. Il y en a qui vous trouvent très antipathique, ouais? Oh, sûrement, mais c'est pas important. Bah, vous êtes un chanteur dit engagé, quoi, on peut dire. Je suis engagé en rien du tout. Ah bon? Oh non, je suis engagé en rien du tout. Il y a eu des chanteurs qui se sont engagés et qui ont été fracassés parce qu'ils avaient des idées qui ne correspondaient pas. Boris Vian qui chante Le Déserteur au moment de la guerre d'Algérie ou d'Indochine, c'est engagé. Moi, je chante des chansonnettes. Troisième question. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle? Tenez-vous pour votre plus grand modèle? Oh, en artiste, j'aurais dit Brel, oui. Ouais, Vous l'avez un petit peu côtoyé, oui? J'ai vu passer Brel une fois, j'ai été tétanisé. Il faisait plus de tournée et il faisait L'Homme de la Manche. J'étais assis, premier étage, chez Barclay, il y avait le bureau de Barclay, le secrétaire, tout ça. Et j'ai vu Brel passer et il était avec les cheveux de L'Homme de la Manche et j'étais scotché. J'ai pas osé lui dire bonjour, mais je crois qu'il m'a... D'ailleurs, si je fais chanteur, c'est grâce ou à cause de lui. Oui. J'étais lycéen, j'écoutais à Europe la dernière retransmission de l'Olympia et je me suis dit, j'aimerais bien faire un truc comme ça un jour. Oui. Et j'ai fait. Eh ben, en tout cas, bravo. Avant-dernière question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Il y en a eu beaucoup. Je ne pourrais pas donner un. Ça serait classique de dire la naissance de mes enfants. Ça serait celui qui a changé. Allez, on va faire une espèce de petite anecdote qui aussi est importante, mais qui va vous faire rigoler. C'est la première fois qu'on m'a dit Daniel Guichard comme le chanteur. Parce que quand j'ai débuté, personne ne me connaissait. Je chantais des chansons, la tendresse, tout ça. Bon, ça marchotait gentiment. Et quand je faisais des courses ou que je signais un chèque, il y avait Guichard, Daniel Guichard, comme Olivier Guichard, parce qu'il était ministre, le ministre de Charles de Gaulle. Donc Olivier Guichard, ministre de la Justice, et on disait Guichard comme Olivier. Et un jour, on m'a dit Guichard comme le chanteur. Et là, j'étais content. Ah, pas mal, joli. Allez, dernière question. Avec qui avez-vous été heureux de collaborer? Francis Lemarque. Ah. Francis Lemarque, celui qui a fait à Lemarque. Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. J'ai eu la chance à mes Bravo, débuts. bah là on peut quand même déjà... Là, il y en a peu qui acceptent de le faire parmi les chanteurs. Ouais, j'ai fait 4 chansons avec Francis. Il est décédé, mais une femme formidable, des enfants formidables. C'était un type extraordinaire. Et je traversais tout Paris avec le métro, le RER. J'allais au bord de la Marne et on faisait des chansons ensemble. Et lui, il retournait après, en fin de journée, à Paris dans ses éditions. Et sur la route, donc moi j'étais vraiment débutant. Sur la route, il y avait plein de gens. C'est les années 60, fin des années 60. Et sur la route, il y avait plein de gens qui filaient un petit coup de klaxon, qui lui faisaient un petit bonjour. Je disais, tu le connais?
Non, il me connaît. Et je me suis dit, ça, c'est être populaire. Et le jour où ça m'est arrivé, un jour, je sortais de l'aéroport, les chauffeurs taxi qui klaxonnent et qui me disent bonjour, je dis, ça, c'est être populaire. Et c'était un des personnages les plus populaires que j'ai rencontrés, oui. Et les plus gentils aussi. Eh ben, on est d'autant plus content parce que s'il y a bien quelqu'un qu'on juge populaire, au bon sens du terme, c'est vous. Donc on est ravis de vous avoir. Vous restez avec nous, Daniel Guichard. On enchaîne donc sur le dernier débat de la soirée. On enchaîne, assez bien. On pourra défaire Macha. Souveraineté française contre souveraineté européenne. Rendez-vous le 9 juin. Que faut-il attendre des élections européennes ? Quelles leçons faut-il tirer du Brexit ? Quel avenir pour l'Europe et la France en Europe ? Voilà, donc toujours avec Daniel Guichard. Bon, je vais vous retirer votre sauciflard d'honneur quelques instants. C'est mon prix. C'est vrai. C'est mon prix. Voilà. Je remercie encore toute ma famille, tous ceux qui m'ont aidé à avoir ce prix. Voilà. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que vous aviez tenu, parce que quand on a préparé cette émission, évidemment, je demande toujours à l'invité quel thème, quel sujet de prédilection il a envie d'aborder. Et puis, c'est assez remarquable avec vous. Vous avez souhaité qu'on aborde ce sujet des élections européennes, donc puisque ce sera le 9 juin, donc ça arrive dans pas longtemps. Justement, qu'est-ce qu'il faut en attendre, comme on le disait là dans l'introduction d'Arnaud Soyer, de ces élections européennes d'après vous ? Très sincèrement, je pense qu'on va avoir de grosses surprises. Parce qu'il se passe quelque chose sous la surface de l'eau. La surface, vous faites tous partie des choses qui se passent sous la surface. Il y a TVL, il n'y en avait pas beaucoup des TVL il y a quelques années. Maintenant, il y a plein de sites Internet qui sont pas toujours du même bord, on va dire à droite, à gauche. Non, il y a des gens qui expriment ce qui se passe. Mais il y a de la pluralité sur Internet. Elle est énorme. On ne va pas citer tous les gens qui sont déjà venus débattre ici, qui ont des opinions complètement différentes, mais qui existent et qui ont de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de gens qui les suivent. On parlait de Mike tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de Rémi, on pourrait parler de Greg, je ne suis pas content. Enfin bon, il y a plein de sites qui expriment. Avec des nuances, avec du dynamisme, avec de l'humour, avec de l'intelligence, avec de la profondeur. Et de plus en plus de gens se disent on me raconte ça, mais qu'est-ce qu'il en est ? Et on y va. Et on prend un petit peu de temps et on s'aperçoit qu'il se passe énormément de choses au niveau des analyses. Et ce qui manque dans les médias qui n'ont pas le temps, quand on a 25 minutes pour raconter plein de choses, on ne peut pas aller au fond des choses. Les invités qui sont sur les plateaux de télévision officiels, t'arrêtes de picoler, franchement. Les invités qui sont sur les plateaux sont exactement comme au cinéma. Il faut aller dans le droit fil, sinon tu n'es pas invité. Donc on arrive à un moment où la réalité se trouve en dessous, et ça va être exactement comme en 2005, je pense. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas. Ça va être un référendum contre Macron, d'après vous ? Contre l'Europe, ça va être... Moi, je suis contre, mais... Vous attendez quoi, une vague RN ? Non, on s'en fout de la vague RN. Il y a des tas de gens, je suis désolé que Philippot n'ait pas pu sa parole, même Asselineau, qu'on pourrait décrire... c'est intéressant, parce qu'on les a reçus ici, c'est pas le grand amour entre eux, d'ailleurs. Non, mais c'est des... Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est intéressant. Est-ce que j'ai 3 minutes pour... Bien sûr, mais au contraire. Alors, il y a, dans la vision des souverainistes, il y en a 2 clients qui sont là. Il y en a un qui a regroupé, Philippot, il a regroupé plusieurs, Palomba, des tas de gens qui sont venus avec lui. Et Asselineau, qui à mes yeux est probablement celui qui maîtrise le mieux les subtilités de l'Europe avec tous les écrits, les textes, les machins. C'est un haut fonctionnaire qui est bien. Il ne sait pas très bien jouer en équipe. Il est pas en équipe et il donne une image de lui qui est pas terrible parce que on m'a dit mais tu le connais pas, c'est quelqu'un de très bien, de très gentil. Il m'a dit oui, l'image qu'il me donne, si je parle show business, je vais pas parler de politique. Dans le show business, pour moi, il a une compétence, comment dire, il faut pas qu'il le prenne mal, François. Chanteur qui a pas marché. Mais il y a des chanteurs qui n'ont pas marché. Il va prendre mal, moi je vous le dis. Non, il ne va pas prendre mal. Quand je dis que François Asselineau, probablement, c'est celui qui maîtrise le mieux les vices et les subtilités de l'Europe. Mais chanteur raté, c'est ça ? Non, mais un chanteur raté, Claude Carrère est un chanteur raté. C'est un des plus grands producteurs de disques qui existent. Eddie Barclay, c'était chef d'orchestre. Petite moustache, séducteur. Je suis sûr qu'il ne va pas le prendre bien. Non, mais par contre, c'était le plus grand des producteurs que j'ai connu, Eddie Barclay. Et même Bernard Tapie. En tant que chanteur, c'était pas terrible, mais au niveau du business, il se démerdait quand même. Il aurait pu faire un show business. Et pour moi, Asselineau, c'est quelqu'un qui a plein de connaissances, mais qui passe pas. C'est-à-dire que son entêtement, c'est à l'image
qui le prennent pas mal, tant pis, c'est comme ça. C'est comme si Georges Brassens était arrivé un jour et avait dit à Pierre Perret, ou à Guy Béard, ou à Pierre Vassiliou, ou même à Cabrel, j'étais là avant vous. Ben non, on joue de la guitare, on fait des chansons d'amour. Il y a un moment où on en prend plein la tronche, et il faut arrêter de se dire, je t'aime pas. Ben, lui, Asselineau, il aime pas Philippot. C'est vrai, et vous avez raison, parce que c'est ce qui reproche à Philippot d'avoir d'être arrivé derrière. Voilà. Mais c'est pas. Tout, on joue dans la même. François, écoutez-moi. C'est là-bas. Ouais. François, écoutez-moi. Je vais vous dire un truc. La France, c'est pas un répertoire de chansons. La France, c'est tout le monde. Alors même si vous pouvez pas piffrer les autres, c'est pas grave. Il y a un moment où même De Gaulle, il a travaillé avec les communistes. Il a travaillé avec même des mecs qui étaient allés du côté de Vichy. Il y a un moment où l'objectif, c'est que, en vous démerdant les uns les autres, il y en a un qui va faire 1,5, 2, peut-être 2,5, mais il ne sera pas remboursé, et l'autre qui fera pareil. Alors qu'ensemble, vous feriez entre 6, 7 et 8, et vous fouteriez, mais vraiment, j'adore le bordel. Là, il y aura un vrai bordel. Bravo. Et j'ai fini. Et je vais finir avec ça. Je vais finir avec ça. Et après, on n'en parle plus. Les élections, que ce soit Maastricht ou que ce soit 2005, c'était moite-moite. 15 millions de non, 12 millions de oui, à quelques unités près. Et le Maastricht, c'était quasiment la même chose. Ça veut dire qu'il y a la moitié de la France qui n'est pas d'accord. Bon, c'est vrai que le temps a passé, il y en a quelques-uns qui nous ont quittés, mais il y en a d'autres, des nouveaux, qui sont arrivés en disant on n'est pas d'accord. Quand on est la moitié pour, la moitié contre, on devrait avoir la possibilité de parler un peu plus. Là, on ne peut pas. Donc, arrêtez vos conneries, mettez-vous ensemble. Bon, bah écoutez, vraiment bravo. Vous avez le droit au Asselineau d'or maintenant. Alors, je suis très content d'avoir eu le Asselineau d'or et je remercie franchement tous les gens sur le plateau qui m'ont permis d'avoir cette récompense. Merci beaucoup. Bon. Allez, mais bien sûr qu'on peut réagir, Clémence. Réagir sur le fait que vous disiez il va peut-être y avoir des surprises. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des surprises. Et je pense que là où vous avez vraiment raison, c'est qu'il y a un match qui est installé, clairement. On l'a tous compris, Macron et Rennes. En apparence. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est un simulacre de match et un simulacre de démocratie, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc dans ce simulacre, on a un match. Et là, on a alors Valérie Hayé qui a redit, oui, ils sont pour le Frexit, ils veulent sortir de l'Union européenne. Et l'autre, mais pas du tout, nous on est très mainstream et tout ça. Donc on voit très bien le petit match de ceux qui souhaitent se mainstreamiser depuis le début, là, d'être les plus... mais ils vont y arriver, hein. Voilà, oui, Valérie Hayé, elle s'est fait prendre en photo, là. Ah oui, avec des extrêmes. Non mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils font tout pour réinstaller ce match qui, de toute façon, qui n'existe pas, mais parce qu'en plus, ils se ressemblent de plus en plus. Oui, puis les gens n'en veulent pas. Ben oui. C'est exactement comme le Parti Socialiste et le RPR à une certaine époque. Donc, c'est un faux match. Et alors, combien de personnes derrière la vague... La communication est bien faite. Hein. Oui. Combien de personnes vont vraiment sentir et voter derrière, dans les coulisses et derrière le match Si je peux me permettre, Clémence, les abstentionnistes qui râlent tout le temps, bougez-vous le cul. Ouais. Allez-y. Faites-nous plaisir. Faites-nous plaisir. Elle a raison, Clémence. Vous voulez voter pour personne? Eh bien, allez-y. Votez pour ceux qui n'ont aucune chance. Vous allez voir, ça, les surprises vont venir de là. Ouais. Béatrice. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur le simulacre, évidemment, c'est un petit théâtre, chacun joue son rôle, mais ce petit théâtre est accompagné d'une novlangue, d'un petit langage spécifique. C'est-à-dire que maintenant, même nous, on est pris au piège, on dit Europe au lieu de dire Union européenne. Moi, et la confusion est vraiment volontaire de la part de l'exécutif de confondre Union européenne avec Europe. Europe, c'est quelque chose, c'est une réalité objective, c'est un continent qui serait intemporel, qui ne mourra jamais, à part avec une météorite ou une guerre nucléaire. Qu'on va éviter, j'espère. Et l'Union européenne, par contre, ça se crée, ça se modifie, ça se termine, ça se quitte. Et la confusion est faite exprès. Et vraiment, il faut faire attention au langage qu'ils utilisent parce qu'ils transforment, ils vident les mots de leur sens constamment, pas juste sur ce thème, mais sur tous les thèmes. Et ils font des manipulations de masse comme ça. Et il faut vraiment en avoir conscience et ne plus tomber dans le piège. C'est ça. Le problème du macronisme, en effet, qui joue volontairement sur la confusion Europe-Union européenne avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne sait pas ce qu'il pense sur rien, puisqu'à chaque fois il fait des déclarations contraires, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, sauf pour l'Europe. L'Europe, on sait qu'il est pro-européen. Sauf que, en fait, tous les projets qu'il a essayé de mener à bien d'un point de vue européen,
c'est du vent depuis 2017. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union européenne depuis 2017 ? Je veux dire, à part la succession de crises, tous les projets d'Emmanuel Macron, l'Europe de la défense, l'Europe ceci, l'Europe de l'énergie, l'Europe cela, on a des slogans, en fait c'est de la com, c'est du marketing. Mais derrière, les autres pays, ils disent « Nein, nous on n'en veut pas, les Allemands ça les intéresse pas, les Espagnols, les Italiens, ils veulent autre chose ». Donc en fait, Emmanuel Macron se voit aujourd'hui comme un espèce de futur président de l'Europe, mais en réalité de l'Union européenne, oui. Comme Giscard. Mais pour lui, c'est l'Europe. Pour lui, se voit président de l'Europe, du continent européen. Mais en fait, il ne dirige rien. Il ne peut même pas prendre des décisions en France, Emmanuel Macron. Donc, comment peut-il prétendre prendre des décisions au niveau européen ? Et donc, en effet, on a un jeu de dupes, en fait. C'est du cirque. Vous croyez encore au Frexit, vous ? Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois parce que on a tellement fracassé les Anglais qui ont choisi de s'en aller. Quelle leçon faut tirer d'ailleurs du Brexit ? Il suffit de regarder les chiffres. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Ce que j'ai vu dans les différents sites que j'ai visités pour avoir des informations de gens compétents qui n'improvisaient pas, qui me donnaient des choses, les Anglais se portent mieux que nous. Ils ont encore pas tout réglé leurs problèmes, mais ils vont quand même beaucoup mieux que nous, économiquement. Et puis quand on regarde les chiffres de notre PIB, de notre situation financière, du pouvoir d'achat des Français par rapport aux Américains et aux Anglais, on devrait se faire. Sauf que l'information ne vient pas jusqu'à nous. Donc c'est ça qui est important. Si je peux me permettre juste une petite... on parle de l'Union européenne. Xi Jinping, ça c'est très fort. Très fort. Parce que c'est pas Emmanuel, il n'a rien fait. Il a simplement dit, Ursula, t'inquiète pas, je te revaudrai ce qu'ils t'ont fait à la douane. C'est-à-dire que je crois que c'est le Premier ministre qui allait dire à Xi Jinping « Bonjour monsieur, on vous reçoit, on est content ». Donc Premier ministre, pour un chef d'État, c'est quand même difficile. Et à la table, il y avait Ursula qui a eu l'air de dire « Tu vois, tu m'as fait le coup à la douane, j'étais obligé de passer avec les fonctionnaires pendant qu'Emmanuel passait comme chef d'État. » Eh bien tiens, je suis là. C'était choquant. Surtout que la France est le seul pays qui s'accommode d'Ursula von der Leyen. L'Allemagne, Olaf Scholz, va recevoir Xi Jinping. Il n'a pas demandé à Ursula von der Leyen de venir. Et quand Macron a demandé à Olaf Scholz de venir pour le voyage de l'Allemagne en Chine, Olaf Scholz a dit nein. Et il ne veut ni d'Ursula von der Leyen, ni d'Emmanuel Macron. En revanche, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il n'est pas capable en fait d'assurer seul le dialogue avec Xi Jinping. Il est obligé d'avoir un soutien, alors soit Olaf Scholz, soit Ursula pour l'épauler. Et la France n'est plus capable, en fait, comme si on était un espèce de sous-État, d'avoir une diplomatie indépendante et seule. L'Allemagne, elle, ça la dérange pas. Même Giorgia Meloni, elle est allée en Asie, elle y est allée toute seule. Et pourtant, c'est l'Italie, et elle y est allée seule. Il a besoin de quelqu'un pour lui porter son goûter à chaque fois. Oui, c'est soit sa femme, soit Ursula. Non, mais il ne faut pas oublier, ça c'est en apparence, mais il ne faut pas oublier que Ursula von der Leyen est à son poste grâce à Emmanuel Macron. Elle n'est pas élue, personne ici n'a voté pour cette femme, mais c'est lui qui l'a nommée. Donc il ne faut pas oublier que c'est des renvois perpétuels d'ascenseurs et qu'ils escaladent une marche chacun à chaque fois. Elle n'était pas prédestinée à y aller. Je rappelle qu'Ursula von der Leyen était ministre de la Défense en Allemagne. Elle s'était fait virer de son poste de ministre parce qu'elle était incompétente, corrompue. Et on lui a dit félicitations, vous êtes incompétente, corrompue, vous êtes promue à la Commission européenne. C'est quand même hallucinant de se dire qu'on a ce genre de... Je crois que là, tu as réglé le problème d'une façon carrée, mais elle avait une quincaillerie derrière elle, quand même. Je crois qu'il y a des affaires qui traînent encore un peu. Oui. Il y a un procès, là. C'est peut-être pour ça qu'elle veut rester... Ou alors partir à l'OTAN. Il y avait eu aussi ça à un moment donné. Elle voulait partir secrétaire générale de l'OTAN. C'est ce qui est possible aussi. Vous diriez que l'Europe ou l'Union européenne est un vassal des États-Unis, vous ? Non, mais ça l'a toujours été. Il suffit de lire le formidable livre que Philippe de Villiers avait écrit, qui parlait de Jean Monnet et de Schuman, et tous les dessous de l'affaire sont expliqués. C'est-à-dire, mais c'est pas choquant qu'on soit dans l'esprit d'un système américain, qu'on soit des vassaux. Il l'avait déjà pensé au moment de la Libération. S'il n'y avait pas eu De Gaulle qui s'énervait un peu et Delattre qui faisait fabriquer un drapeau français, on serait exactement comme beaucoup de pays d'Europe. Donc il ne faut pas être choqué que les Américains fassent leur boulot. Personne ne nous empêche de faire le nôtre, c'est tout. C'est ça. Vous pensez que l'Europe va s'effondrer dans les prochaines années ? Est-ce que l'Europe va s'effondrer ? Moi, je le souhaite. Pas l'Europe, parce que je vais reprendre ce que dit Béatrice. L'Union européenne, parce que l'Europe, moi, je suis européen. Quand on parle de souveraineté européenne, si on compare ça aux États-Unis, ils parlaient tous anglais ou quasiment.
à part les Cheyennes, les Apaches et les autres, mais ils parlaient tous anglais. Nous, on parle le bulgare, l'italien, l'espagnol. Comment on peut avoir une souveraineté? On est européen. La question ne se pose pas une seule seconde. Je suis européen. Quand j'étais môme, je me suis baladé un petit peu. J'ai vu qu'on est... Les enfants du même âge que moi, ils ne parlaient pas la même langue, mais bon, on se débrouillait. On a une proximité culturelle Exactement. évidente. Bien sûr que la France a une proximité historique, culturelle, civilisationnelle avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, même le Royaume-Uni, c'est évident. Le problème, c'est la conception idéologique, encore une fois, de l'Union européenne, qui en fait est anti-européenne. Et c'est ça qu'on ne dit pas. Elle est anti-business. Mais l'Union européenne, qui est censée mettre en avant les Européens, la culture et la civilisation européenne, joue en fait contre la civilisation européenne. C'est normal. Et donc, c'est tout le problème. Et donc, il faudrait avoir peut-être une coopération entre les pays européens pour se protéger au niveau continental, mais pas dans la manière dont c'est fait avec l'Union européenne aujourd'hui. Pardon. Non, allez-y. Airbus, c'est une coopération. On n'a pas eu besoin d'Ursula pour le faire. Mais c'est ça, il faut des coopérations européennes sur tout un tas de sujets de sécurité, d'immigration, d'économie, bien sûr. Mais en revanche, les institutions telles qu'elles sont fabriquées aujourd'hui détruisent les pays européens, détruisent les souverainetés européennes, détruisent l'identité européenne. Et donc, c'est ça Mais ils veulent construire le modèle d'Europe fédérale sur le modèle des États-Unis. Moi, je suis moitié américaine, moitié française, donc je connais bien le sujet. C'est impossible. L'Europe, les pays européens n'ont pas la même histoire, la même conception que les États-Unis. Même entre eux, les États américains n'ont pas la même histoire. Les États-Unis ne se sont pas créés comme l'Europe s'est créée. Il n'y a pas eu... tout est différent et on pense qu'on est très similaires. Les Européens et les Américains pensent qu'ils sont très similaires parce qu'il y a eu une influence culturelle majeure à travers les films, à travers tout le soft power. Et moi, j'adore mes deux pays, mais je veux que mes deux pays restent mes deux pays avec chacun leur identité, chacun leurs avantages. Et ça me choque qu'on essaye de transformer cette Union européenne en quelque chose qui mime en fait les États-Unis d'Amérique, alors qu'on n'a absolument rien à voir. Je veux que la France reste la France. C'est normal. Il faut dire que vous êtes un patriote, vous le revendiquez? Moi, je suis un patriote populiste. Et qui a des origines en plus, c'est ça qui est bien. Non, mais moi, je viens de la Bretagne à l'Oural, comme disait Général. Je dois avoir de la famille du côté de la Sibérie, qui travaille dans les chemins de fer, là-bas, du côté de ma mère. Non, le problème ne se pose pas de l'Europe. Je peux juste faire une petite parenthèse, parce que pendant que vous parliez, que vous étiez en train d'expliquer tout ce qui se passe, l'Union européenne, toutes les difficultés, il y a deux petits points que j'aimerais qu'on mette un petit peu en mémoire. Les paysans d'un côté et les gens qui ont été, pas licenciés, parce que c'était tous les soignants, les pompiers, les militaires, parce qu'ils ne voulaient pas se faire piquer. Il ne faut pas les oublier. À 20h chaque soir... À 20h chaque soir, on faisait bravo, vous êtes en train de nous soigner avec des sacs poubelles sur la tronche, c'est super. Une fois qu'ils ont été mis à la porte parce qu'ils ne voulaient pas de piqûre, on a dit, c'est pas grave. Ça a duré 2 ans et demi, sans salaire, sans aide, sans quoi que ce soit. Et puis il y a les paysans. Les paysans, on les a vus en Europe, on les a vus à Bruxelles, on les a vus sur les routes, ils ont tout fait. Et je lisais il y a 2 jours, le salaire moyen est entre 350 et 500. Ce sont des gens qui nous nourrissent. Ils étaient 10 millions en 45, ils sont plus qu'1,4 million, 1,5 million avec les employés. Et ils seront plus que 200 000 ou 150 000 dans 5 ans si personne ne fait rien. C'est ça l'Europe. Merci. Oui. C'est tout à fait l'Europe, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que Macron brassait du vent, non, il ne brasse pas du vent, il applique très très bien l'agenda bruxellois. Il ne faut pas l'oublier. Et donc là, à chaque fois qu'il y a une crise, en fait, c'est quand l'agenda est forcé. Mais il le force et il y arrive malgré tout. Hein. La PAC passe, on promet qu'on ne signera pas avec le Mercosur, le machin et tout. On le signe quand même, et dans le dos, comme d'habitude. De toute façon, ça change pas. Non, même depuis pas 2005. dans le dos, Clémence, même pas. Oui. C'est que sur la place publique, c'est écrit. Les paysans le savent. Oui, eux, ils le savent très bien. Voilà. Mais disons qu'ils ne le disent pas dans les médias, et comme en plus il y a des journalistes qui ne jouent pas leur rôle, enfin voilà. Mais bon, donc en gros, on officiellement dit non, c'est promis, on vous protège cette fois-ci, c'est fini. Et hop, après, ça passe quand même. On a des tonnes de contrats comme ça. Le chômage, c'était ça aussi. Les retraites, c'était ça. Enfin, à chaque fois, c'est ça. Et en fait, toutes les crises qu'on a vécues ces derniers temps, qui ont mis la population dans la rue, ça venait de Bruxelles. C'était l'agenda politique de Bruxelles qui était appliqué par Emmanuel Macron. Donc, il exécute. Il exécute. C'est un exécutant. C'était très bien de le rappeler. Bah oui, mais c'est pas être anti-Macron, il est sympathique, il est bien, mais...
Franchement, je crois que vous avez un parti pris contre cet homme. Le cinématographe, il en pense quoi de Macron? De Macron? Il adore. Le monde du cinéma adore Macron, bien sûr. On le voit tous les jours. Hein. Toutes les stars, etc., qui font la promotion du macronisme, évidemment, vu que c'est lui qui tient les ficelles de la bourse. Hein. Donc on ne va pas quand même mordre la main qui vous nourrit. Même à des bourses. À des bourses. Alors ça, il faut demander à Brigitte. Je pense qu'elle doit être au courant en question bourse, mais bon, après... Bon, question intime. question intime, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais non, le monde du cinéma, c'est sûr, est macroniste. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les Gilets jaunes, etc. Ça c'est certain. Enfin, c'est une source d'inspiration pour vos films, Le Monde d'après, là, justement. Ah, bien sûr, c'est une source d'inspiration, parce que comme tout le monde ferme sa gueule, il en faut bien un qui l'ouvre, quoi. Donc, voilà. Après, finalement, il n'y en a pas beaucoup de cinéastes comme vous. Pauvres? Non, c'est vrai. Oui, parce que vous les faites avec pas beaucoup d'argent, en plus. Bah oui, forcément. J'adore. Bien entendu. Bien sûr, évidemment. J'adore. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas le plus riche de ce métier, mais que j'étais le plus libre. Et ça, c'est une chose qu'il faut garder. Ah bah ça n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Mais ça compte, hein. Enfin, la liberté n'a pas de prix, mais est-ce que vous l'avez pas payé un peu cher, votre grande gueule Si, j'ai pas une grande gueule. J'ai dit les choses telles que je les concevais. Maintenant, je les dis moins. Et quand je les dis, c'est quand je suis sûr que ça va faire mal. Vous n'êtes pas invité sur tous les plateaux non plus. Mais je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas grave. J'y vais pas, j'ai pas besoin. C'est pas important. C'est pas important parce que d'abord, on peut pas plaire à tout le monde. Si on plaisait à tout le monde, on serait les plus riches, les plus vous heureux. me disiez que vous parliez un peu avec Pascal Praud quand même de temps en temps. Oui, avec Pascal, mais même le soir, c'est sur TF1, il y a aussi les messages qui arrivent. Ah ouais? Oui. Comment hein? Canteloup, chez Canteloup. Ah oui, chez Canteloup, régulièrement. Quand il imite Pascal Praud, il y a toujours le téléphone. Ah, un SMS de Daniel Guichard. Bon, il y a des horreurs qui sont dites, mais c'est sympa, oui. Mais finalement, le principal, c'est finalement le contact dans la rue. Voilà, c'est que des messages la plupart du temps de soutien. Vous êtes jamais. Est-ce que vous êtes parfois un peu titillé? Non, mais je crois que ce qui est important, ce qu'on est en train de faire là, ce qui est important, c'est simplement d'arriver à convaincre des hommes, des femmes qui se disent. Ouais, c'est possible de ne pas être d'accord et de ne pas avoir sur la tronche tout ce qui nous arrive en disant on ne peut rien faire. Moi, je reprendrai toujours l'image de Clémence. On essaie d'enlever toutes les plantes, toutes les racines. Il en reste encore quelques-unes. Alors, est-ce que c'est des mauvaises herbes? Est-ce que ce sont des bambous? Est-ce que ce sont des fleurs? Mais je ne crois pas qu'il faille désespérer. La question tout à l'heure, est-ce que on est encore en démocratie? Oui, un petit peu, pas complètement, mais un petit peu. Il suffit pas grand-chose. Il peut y avoir des mouvements qui ne sont pas obligatoirement très violents, mais quand il y a une espèce de raz-de-marée de sincérité qui arrive, ça peut. Il y en a un en l'occurrence qui fait un carton, il faut quand même forcer, l'honnêteté impose de remarquer ça, c'est Jordan Bardella quand même. Vous en pensez quoi de ce phénomène? Non, mais Jordan Bardella, c'est tout le travail qui a été fait depuis Le Pen, Marine, y compris Philippot quand il était dans le film. Parce que tout ça a fait son travail. Jordan Bardella, il vient de la Seine-Saint-Denis. Vous irez jusqu'à dire y compris Jean-Marie Le Pen? Non, mais Jean-Marie Le Pen a fait du boulot, on n'aimait pas, mais il a fait un travail. Vous n'avez pas rencontré, vous, en Bretagne, Jean-Marie Le Pen? Non, je n'ai pas rencontré Jean-Marie Le Pen. C'est très marrant, Il y a une anecdote là-dessus qui m'a valu très cher. J'avais fait plein de galas en 91 et il y avait un spectacle qui était... Alors, j'avais fait les socialistes et les communistes la semaine d'avant, et après, j'ai fait le CNC, les anciens combattants proches de Jean-Marie Le Pen. C'est pas le CNC du cinéma. C'est pas le cinéma, c'est pour ça que je faisais le rapprochement quand tu parlais tout à l'heure. Et il y avait Le Pen qui était là, et il y avait un journaliste du Monde qui me dit « Alors, ça vous fait quoi d'être la vedette ?» Je dis « C'est pas moi la vedette, c'est lui, il est là. » Et c'est le seul homme politique qui est resté tout le spectacle. Les autres, ils arrivaient... Fabius, il arrivait quand le spectacle était fini. Chirac, c'était pareil. Les communistes, eux, faisaient un travail très intelligent. Ils disaient d'abord les discours, le spectacle après. Parce qu'il y a un tiers de sympathisants, un tiers de militants et un tiers de gens curieux. Donc on fait tous les discours, et après, les artistes, ils peuvent y aller. Et Jean-Marie Le Pen, lui? Il est resté tout le temps, oui. Puis après, je me suis tiré, parce que j'ai fait chanteur, je me suis cassé. Et du coup, on vous a souvent associé à... Ah, mais j'en ai pris plein la tronche, oui. J'en ai pris plein, mais j'avais fait 131 spectacles, et sur les 131, il y avait un nombre incalculable de spectacles pour des socialistes, pour des municipalités communistes. Les gens voulaient me voir chanter, tu me payes, j'arrive, je viens avec les musiciens et je chante. Et pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui maintenant en ont peur d'ailleurs de l'hypothèse Marine Le Pen élue présidente en 2027. Je vais pas être méchant, mais le RN d'aujourd'hui, c'est pas le Front National d'avant. Les inquiétudes, ils sont bien faits. C'est-à-dire que
on posait la question de Bardella, il est très efficace, il a le profil, il a les réponses, il se démerde parfaitement bien. Il serait né dans le 16e, c'était moins bon. Il est né à Saint-Denis et il est compétent. Donc c'est vrai que quand on parle des élections européennes, qu'il fasse 32%, 35%, 37%, on s'en fout, qu'il n'en fasse que 28%, c'est pas gênant, il fera un peu plus que la dernière fois. Mais les autres, ils ont besoin de vos votes. Et justement, cette candidate, Valérie Hayé, de Renaissance, bon, bah voilà. Voilà. J'ai rien contre elle. Mais la candidate avant s'appelait Loiseau, je crois. Ah oui, mais malheureusement, Madame Loiseau a fait un meilleur score que fera Madame Hayé. Ah mais c'est sûr. Et Bellamy, pour les Républicains, bon, ils sont... Bellamy, c'est un homme respectable. C'est un homme respectable, intelligent, pas fait pour ce métier. Il n'est pas fait pour la politique. Non, il est trop classe, quoi. C'est quelqu'un de parfaitement carré, honnête, intègre. D'ailleurs, la prise de parole qu'il avait faite devant Sciences Po, ça tenait la route. Au niveau culturel, intelligence et tout, c'est bien. Non, il y a des candidats intéressants dans la politique. Niveau honnêteté chez Bellamy, dénoncer publiquement les actions de l'Europe pour après aller voter avec le PPE d'Ursula von der Leyen. Non, mais tu parles et c'est exactement comme le cinéma, tu vois. Il y a le scénario, il y a ce qu'on voit à l'image, il y a ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pas ça. Je parle simplement dans les prestations normales. Vous voulez dire les promesses qu'on ne tient pas, quoi. Ah, mais ça, non. Les promesses, c'est encore un pléonasme, ça, en politique. Ouais, les promesses qu'on ne tient pas, c'est... Non, il faut... Je crois pas. Je crois que le résultat est presque plié. On verra ce que Glucksmann va faire. Mais bon. Pensez qu'il peut y avoir une vague Glucksmann? Non, mais je pense qu'il fera des points de plus parce que comment dire, tout ce qui se fait en coulisses... de Renaissance, quand même, le sondage. Ouais, mais il faut se rappeler quand même qu'en 2022, le PS, il a fait 1%, quoi. Donc je veux bien, s'il mais... passe de 1 à 12-13, excusez-moi, ça me paraît quand même difficile. Il peut remplacer la figure Hayé, en fait. Il peut y avoir une dérive de Hayé à là dans le bon vote. Oui, il peut avoir à gauche un espèce de report des voix de Hayé vers Mais ils avaient fait 6 et des poussières, si ma mémoire est bonne, aux dernières européennes. Oui, c'est ça. Bon, donc là, il y a ceux qui partent... Et Bellamy était déjà à 8, lui. Oui, il y a ceux qui partiront de Renaissance parce qu'ils sont déçus, et puis ils reviendront un petit peu là où ils avaient l'habitude d'aller. Bon, à la limite, c'est pas très important, parce que ça fera quelques députés. Moi, ce que je dis, c'est, si vous avez voté non à Maastricht, si vous avez voté non à 2005, regardez les candidats qui, eux, disent non, on veut se tirer, c'est tout. Hein? Pas grand monde et pas... Il n'y a pas grand monde, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans ces 2 référendums, la moitié des Français ont été pour et contre, à quelques centaines de milliers de près. On ne peut pas dire qu'ils aient changé d'avis comme ça en quelques temps. Oui, alors attendez, juste si on peut faire un éclaircissement justement là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent sur ce double jeu, le RN et probablement Reconquête, qui disent... Bon, alors nous, on n'est pas vraiment contre, on n'est pas vraiment pour la sortie, mais il existe une 3e voie, blablabla. Non, il n'y en a pas. À chacun de décider, mais est-ce qu'il existe vraiment une 3e voie, ou est-ce qu'il faut dire les choses clairement dans son programme? Et dans ce cas-là, en effet, je suis d'accord. Il y a 2 listes à peu près, 3 peut-être avec celle de Kuzmanovic et les. Oui, bon, ils finiront tous par se regrouper, c'est ce qu'on souhaite. Parce que le problème, c'est, vous êtes pour l'Europe, L'Union européenne, excuse-moi. Vous êtes pour l'Union européenne, vous votez, très bien, vous votez pour qui vous voulez, il y a 5-6 partis qui feront l'affaire. Vous êtes contre l'Union européenne, vous n'avez pas beaucoup de clients. Mais vous êtes quand même la moitié de la population. Vous ne pouvez pas avoir disparu comme ça en quelques années. 36% en fait. Il y a eu un sondage qui est sorti, je ne sais plus quel journal a fait le sondage, mais c'est 36% de la population française qui a osé dire qu'ils étaient pro-sortie. Souverainistes, oui. Elle a ses fans. On va arriver bientôt au terme de cette émission. Déjà ? Ouais, déjà, ça passe vite. Mais alors, il y a eu pas mal de demandes d'un petit privilège que vous allez nous accorder. Bon, j'ai malheureusement pas pensé à vous demander d'amener votre guitare. Mais est-ce que vous seriez capable à a cappella de nous fredonner un petit peu? Alors, évidemment, il y a une chanson qui fait pleurer, je crois, à chaque fois, Berkoff. Quand il l'écoute, c'est... Je peux raconter ou pas? Oui, alors raconte l'anecdote. Rapidement, parce que c'est trop touchant. J'imagine que vous connaissez André Berkoff. Oui. J'admire énormément. Et lui aussi vous admire donc, comme ça. Et en fait, à chaque début de sujet, il y a une petite musique qui amorce le sujet. Et à chaque fois qu'on doit parler, je sais pas, des personnes âgées et tout ça, c'est mon vieux. Et à chaque fois, il pleure. Et du coup, ça me fait pleurer à chaque fois. Comment vous expliquez et quel effet ça fait pour l'artiste que vous êtes de voir que vous dégagez
ce type d'émotion et que ça a tellement... Cette chanson, elle a 50 ans. Elle a 50 ans. Elle a déjà 50 ans. Et elle s'est installée comme ça. Et puis, il se passe des tas de choses. Bon, on ne va pas raconter tout ce que j'ai pu rencontrer en 50 ans sur cette chanson. Mais elle fait partie de la mémoire collective. Moi, j'existe plus, elle m'appartient plus, cette chanson. Et elle vous survivra, exactement. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est le fantasme de tout chanteur ou de chanteuse d'avoir une ou deux chansons qui un jour va être chantée, mais on dit, c'est qui la chante? Parce que ça commence, les jeunes générations. Mon vieux, c'est qui? Ah ouais, ils l'ont chanté chez Goldman, tu vois. Bichard, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est pas gênant, ça. C'est pas gênant. Bon, alors, allez, on y va. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été on allait voir la mer, tu vois c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, eh oui, tant pis, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa. Bravo. Alors ça, je tiens à dire que, nous tous ici présents, les gens ne le savent pas, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. D'abord, c'était pas prévu. On le dit vraiment. Voilà, on l'a fait comme ça. On a décidé de voilà. Et puis vous avez tout de suite accepté. C'est très rare, qu'on puisse. Elle est presque encore plus belle comme ça, Capella, je trouve. Plus touchante. Alors, Clémence, il y a vraiment, je vais poser le micro, il y a vraiment une chose que j'ai constatée sur les années, c'est qu'il y avait une orchestration, il y avait plein de choses au début. Et maintenant, sur scène, il n'y a quasiment rien, il y a juste une guitare. Et il n'y aurait rien, ça serait pareil. Je crois que les mots se suffisent à eux-mêmes. D'ailleurs, on disait dans l'introduction, la chanson que Mon vieux, la musique est de Jean Ferrat, et il y avait un premier texte qui avait été fait par Michel Senlis 10 ans avant. Et j'ai remanié, j'ai refait, et on a fait cette chanson, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a un nombre de chanteurs aussi dont on pourrait dire que s'ils n'avaient pas le renfort de la technique, là, pour le coup... oui, mais c'est normal, c'est pas choquant. Bah non, quand le métier d'être chanteur, c'est comme un cuisinier qui a acheté... mais je crois qu'il faut... Il y a des chanteurs, des chanteuses qui font des choses formidables avec la technique. Donc, il faut pas dire... On a eu des chanteuses formidables comme Jane Birkin, qui avait les tout petits doigts, mais les chansons, l'émotion, tout ça, la technique sert à quelque chose. Et il y en a d'autres, on a vu Slimane pour l'Eurovision, il a le coffre, il chante merveilleusement bien, donc c'est comme ça, c'est pas grave. Allez, on termine comme d'habitude avec les dessins d'Ignace. Donc, qu'attendent les Français des Européennes? On attend que ça se passe. Plus de la moitié d'abstention. Voilà, on applaudit Ignace. Béatrice Rosen pour une distinction de ses identités. Il ne faut pas confondre le Coca-Cola avec le champagne. Daniel Guichard, chantre de la chanson française, la tendresse, c'est trop rock'n'roll pour moi, et on voit l'Union européenne derrière. Et enfin, Valérie Hayé fait un selfie mince, encore des skinheads, voilà. Allez, si vous aussi vous êtes un peu chanteur comme Daniel Guichard, eh bien, demandez un portrait ou une caricature. Vous pouvez aller sur designas.com. On va inscrire à l'antenne le lien du site internet. On peut donc commander son portrait, puisque voilà, le cadeau, c'est qu'il vous fait un portrait. Donc, on peut le voir, joli. Et puis ça, c'était la version caricature maintenant. Et voilà. Et maintenant... Il l'a pas encore vu. J'adore. Voilà Ignace, on peut le remercier. Merci beaucoup Ignace. Ça c'est très... Un peu Bronson. Un peu Bronson, un peu Charles Bronson, Ouais. C'est sympa. J'ai une bonne tronche là-dessus. Ouais.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir, vraiment, cher Daniel Guichard. Allez, le mot de la fin pour tout le monde. D'abord, est-ce que, voilà, une réaction face à Daniel, voilà, au terme de cette émission, peut-être, allez, pour commencer, Jérémy. Sur quel sujet? Daniel Guichard, tu connaissais Daniel oui, Guichard? je connaissais, bien sûr. Non, mais attends, je vais te dire, te laisse pas prendre à la question. Daniel, c'est qui? Tu commences par c'est qui? Non, je connaissais Daniel Guichard, évidemment, et voilà, je suis... Tu l'avais déjà vu chez Pascal Pro, c'est ça que tu vas me dire. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai, en plus. Mais oui, voilà, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de sujets, et la chanson était très émouvante, donc voilà. Béatrice? C'est toujours un plaisir et parce que vous avez une vraie authenticité. Voilà, on sent que vous êtes quelqu'un de vrai et c'est ça qui fait du bien. La gouaille, en effet, la gouaille qui est sincère. Et ça fait du bien pour tous. Et c'est trop tard pour que je change. Oui. Allez, mon cher Laurent, attends, ce serait pas un truc, justement, bien entendu, attends, j'ai l'œil, tu crois que le témoin de quelque chose 40 ans de métier, attends, on vous a pas assez vu au cinéma? Alors, je vais répondre très très rapidement. C'est pas mon métier. J'ai vraiment fait 2 petites séquences avec Lanvin, dont bon rétablissement, mais c'est pas mon métier. Le cinéma, c'est un vrai métier de gens sérieux, quand même. Non. Pas forcément. Pas forcément du tout. Bon, on va vous laisser aller bouffer ensemble. Et puis, voilà. Donc, nous, on prend 10%. On prend 10%, tout ça, autour de la table, pour les agents. Voilà. Attendez. Bon, allez, c'est la fin de Bistro Liberté. Un grand merci, Daniel Guichard. On peut vous applaudir très fort. Voilà. Allez, on va remercier aussi... toute l'équipe, à commencer par Raphaël à la réalisation, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Pierre au son, très important le son pour un chanteur. Et puis derrière les caméras, ils sont nombreux. Il y a Sébastien tout d'abord. Sébastien, tu es là. Charles, tu es là, on t'applaudit bien fort. Maxime est là. Merci aussi à la production, à Arnaud Soyer, à toute l'équipe de Bistro Liberté et de TVL. On se retrouve quant à nous dans 15 jours et d'ici là, on vous souhaite bien tout le meilleur. À bientôt, bye bye.